Et bienvenue dans la vidéo Apprendre à utiliser et maîtriser Vim, édition 2025. Et non, ce n'est pas la suite, c'est une réédition. J'avais quelques axes d'amélioration à faire, donc je me dis, allez, début 2025, on fait comme l'année dernière, on sort une grosse vidéo sur Vim. Alors, grosse vidéo, mais avec quelques axes d'amélioration, lesquels déjà, normalement, pas de problème de son, pas comme l'année dernière où parfois il y avait des coupures, des trucs comme ça. Également, je vais essayer de faire plus court, je sais pas si je vais y arriver. Parce que comme d'habitude, je suis en impro total. Essayer d'être plus clair. J'ai un nouveau petit chapitre, enfin pas chapitre, mais une nouvelle notion à montrer sur Vim, qui vient d'un commentaire de la vidéo de l'année dernière, donc je me dis, allez, on va le mettre pour cette année, donc merci beaucoup pour l'idée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quelques axes comment dire, une meilleure approche sur un chapitre, où l'année dernière, le chapitre, c'était en gros les erreurs que vous faites, donc arrêtez de faire ces erreurs. J'ai voulu mettre un axe plutôt plus amélioratif et dire voilà des axes d'amélioration à prendre en compte. Voilà, pour moins incriminer les gens et faire moins de fautes. Normalement, la vidéo est également chapitrée, donc vous pouvez sauter de chapitre en chapitre dans la vidéo sur YouTube. Et on va donc pouvoir commencer. Donc, cette vidéo, comme d'habitude, n'est pas sponsorisée par l'association Kingdown. Alors Kingdown, qu'est-ce que c'est? C'est une association culturelle de partage et d'entraide. Le but de l'association, c'est de regrouper des membres autour d'un ensemble de projets techniques et communautaires liés aux nouvelles technologies. Elle permet l'acquisition de nouvelles compétences par la pratique et la didactique. Donc en gros, si vous voulez rejoindre un endroit cool avec des gens cool pour travailler sur des projets informatiques, donc vous rejoignez un projet, vous proposez le vôtre, voilà, tout peut fonctionner. Monter en compétence sur des nouvelles technologies. De temps en temps, se faire une petite pause jeu vidéo pour jouer avec les copains, évidemment. Voilà, c'est un très bon endroit pour. Je suis dessus, vous pouvez retrouver des slides dessus dans un des channels. Et vous avez le lien du serveur Discord dans la description de la vidéo. Également, en termes de liens pour me retrouver, donc, il y a sur GitHub donc mon dépôt de fichiers de configuration, dont celui de Vim. YouTube, vous êtes déjà dessus. Et Twitch, c'est quand 3 fois par an, je pense, à lancer un live. Bon voilà, je travaille sur quelques projets. Il y a des copains qui viennent regarder, voilà, on s'amuse un peu ensemble. Bref, c'est rigolo. Au sommaire de cette vidéo, on va voir ce que cette vidéo est. On va aussi voir ce que cette vidéo n'est pas. On a un petit chapitre pour les nouveaux arrivants qui n'ont jamais touché à Vim. On va faire quelques petits trucs très simples de base pour appréhender l'outil. On va aussi voir quelques trucs de base, donc ça c'est le nouveau chapitre. Enfin, le chapitre l'année dernière disait les erreurs à éviter. Maintenant c'est plutôt les axes d'amélioration à prendre en compte pour devenir meilleur sur Vim. Donc j'arrête de dire y a des fautifs qui font des fautes. Là je dis plutôt voilà comment devenir meilleur avec quelques petits trucs de base. Et ensuite, chapitre d'après, les trucs cool qu'on peut faire sans plugin. Donc là, on va aller un peu plus loin. On va voir que Vim propose un ensemble d'outils de configuration divers et variés, sans plugin, et qu'on peut faire des trucs vraiment super cool avec. Et à la toute fin, il y aura un exemple de plugin pour faire du C. Je tiens à remercier Choui pour sa conf Vim qu'il a donné à Epita en 2019. On peut retrouver sur YouTube sous le doux nom Conférence Carnot-Sage 2019 Vim IMAX sur la chaîne YouTube de Gconf, qui est l'association de l'école pour diffuser les vidéos de l'école tournées par des professeurs ou des étudiants. Donc je me suis largement inspiré de la conf, j'ai juste un peu remanié 2-3 trucs, voulu refaire ma sauce, mais globalement le gros vient de Choui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est une aide pour arrêter de subir Vim. Donc pour tous ceux qui disent moi, j'utilise Vim parce que c'est l'outil professionnel et comme tout le monde l'utilise, j'utilise aussi, mais bon, je me casse encore un peu les doigts dessus, je sais pas trop l'utiliser. Bon, et tu vas arrêter de subir, et justement, ça va être le moment de monter en compétence sur Vim pour devenir meilleur. C'est aussi une vidéo pour découvrir un peu plus que ce que les cheat sheets et autres tutos proposent sur internet. Donc au lieu d'apprendre des espèces de formules par cœur ou d'imprimer des feuilles A4 de cheat sheet, là vous allez vraiment apprendre ce qu'on appelle la groquer Vim. Groquer en gros c'est un terme qui veut dire adopter, ou pas vraiment adopter mais plutôt comprendre tellement une notion, donc la Vim, que ça fait partie de votre ADN. L'écosystème de Vim devient pour vous naturel à appréhender, à utiliser, à réfléchir. Vous arrivez vous avez dompté, vous êtes devenu une partie, enfin plutôt l'outil devenu une partie de vous. Et donc vous savez l'utiliser et y aller avec aisance.
On va faire tout ça sans trop forcer, donc il y aura quelques exemples évidemment, mais je fais en sorte que ce soit pas des exemples trop compliqués, trop durs, trop oulala, je comprends rien, au secours. Et je vais essayer de faire ça au mieux. Vous allez voir qu'il y a même un petit bandeau noir qui devrait s'afficher de temps en temps avec les commandes de Vim, en gros sur l'écran, pour que ce soit un peu plus simple à la lecture. Et donc mon but c'est de vous montrer comment apprendre à utiliser Vim, et par extension d'autres outils, hein, d'adoptant cette méthodologie. Mais voilà, c'est pas en ressortant de cette vidéo que vous serez très fort sur Vim, c'est en sortant de cette vidéo que vous aurez des axes d'amélioration pour devenir meilleur sur Vim. Avec des exemples, et essayer de vous donner une meilleure compréhension de l'outil et qu'est-ce que c'est que cet outil. Je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis un maître de Vim, je dis juste ça fait des années que je cet outil, et j'en vois qui de temps en temps se font encore trop mal aux doigts dessus. Et donc au lieu de faire du cas par cas, bah, je fais une grosse vidéo complète, comme ça tout le monde pourra aller dessus, et apprendre déjà à être un peu meilleur. Et moi, bah, pareil, je continue à devenir meilleur en me formant sur l'outil, etc. Ok. En revanche, donc ceci n'est pas un crachat à la gueule des autres éditeurs. Donc ceux qui me disent, bah moi j'utilise Emacs, NeoVim, Nano, VS Code, WordStar, je sais pas trop quoi, Lotus, bon bref, tant mieux pour vous. Si vous adorez votre outil et que vous êtes très fort avec, c'est l'essentiel, c'est le but. Ce n'est pas non plus du prosélytisme pour Vim, je dis pas que c'est le meilleur, que les autres sont nuls, je dis juste que c'est un outil que j'utilise depuis vraiment longtemps, que j'aime bien le montrer. Mais si quelqu'un me dit, bah moi j'aime pas trop, je préfère tel outil, je répondrai, bah écoute, tant mieux, si tu arrives à être bon avec ton outil à toi, c'est l'essentiel. Donc, on va commencer, on fait un peu de démonstration. Donc pour les nouveaux arrivants, on va voir comment ouvrir un fichier, écrire un peu dedans, enregistrer le fichier et quitter Vim pour commencer. On verra le reste pour la configuration après. Donc, admettons je suis ici. On va déjà juste lancer Vim comme ça de base. Je lance Vim. Et là je peux voir que il y a du texte qui s'affiche, on va pas tout lire. Mais je peux voir que je suis en version 9.1.954, ouais, donc on a la version d'outil qui s'affiche au démarrage. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est créé par Bram Moulinard, bon, qui malheureusement décédé maintenant. Ça on zappe. Et on peut voir que si on veut quitter Vim, voilà, pour exit, on peut faire 2.q entrée. Alors, je vais vous montrer. Là, les commandes que je vais écrire, vous allez voir qu'elles vont s'écrire dans Vim en bas à gauche. Mais pour la vidéo, elles vont aussi s'écrire sur un énorme bandeau noir en plein milieu. Donc là, je vais faire 2.q entrée. Et voilà, j'ai quitté Vim. Tout simplement. Donc là, de nouveau, pourrait se demander, mais pourquoi c'est un truc aussi compliqué pour quitter Vim? Et pourquoi quand j'appuie sur 2 points, ça écrit pas 2 points dans le fichier, comme le bloc-notes? Vous allez voir que Vim, c'est pas un éditeur classique où il y a un curseur qui est prêt à rentrer du texte à chaque fois qu'on appuie sur des touches de clavier. Vim, ce que vous appelez ce que vous voyez que les autres éditeurs, genre un bloc-notes en tout con, il y a un mode exprès pour qui s'appelle le mode insert. Donc là, dès qu'on rentre des touches sur le clavier, ça écrit les touches du clavier dans Vim. Mais Vim, par défaut, il est ce qu'on appelle un éditeur modal, et donc il y a plusieurs modes d'utilisation. Et donc là, on est dans le mode normal, où on rentre des commandes. Bon. Ceci étant dit, on va donc lancer Vim sur un fichier qui n'existe pas, on va l'appeler Toto, pour rester original. Et donc maintenant que je suis ici, qu'est-ce que je peux voir en termes d'informations? Donc, je suis bien dans le fichier Toto, qui est un nouveau fichier. Là, vous aurez les coordonnées de votre curseur. Et donc, si j'ai envie d'écrire du texte, je vais appuyer sur I. Voilà. J'appuie sur I, et vous voyez que là, je suis passé en mode Insert. Je suis en mode insertion. Et donc, je peux écrire du texte dans mon fichier. Voilà. Maintenant, pour quitter le mode insertion et pouvoir retourner faire des commandes pour, par exemple, enregistrer notre fichier, on va appuyer sur Échappe. Je suis donc retourné en mode normal. Maintenant, si je veux sauvegarder l'état de mon fichier actuel, je vais rentrer la commande 2.w. J'appuie sur Entrée. Et vous voyez que mon fichier Toto, qui était un nouveau fichier, il y a une ligne et 42 octets qui ont été écrits. Sympa. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire maintenant? Mettons que j'ai envie de quitter Vim. On a vu que c'était 2.q pour quitter Vim tout à l'heure. On va le refaire ça. Voilà, 2.q. Ça me quitte Vim. Maintenant, je rappelle Vim sur mon fichier Toto. Il me réouvre le fichier et j'ai le contenu de mon fichier. Bon, j'ai envie de me dire, vas-y, j'ai envie d'ajouter encore du texte. Alors j'appuie sur I. Voilà, c'est mon mode d'insertion. Je rajoute du contenu à mon fichier.
Voilà. Et là, on pourrait se dire, j'ai envie de quitter mon fichier, enfin j'ai envie de sauvegarder et quitter en même temps. J'ai pas envie de faire 2.w puis 2.q. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus rapide? Alors, vous avez deux options pour ça. Vous pouvez faire 2.wq, et donc ça va write et quit. Ça concatène les deux commandes en même temps. Ou alors, vous pouvez aussi faire la commande 2.x, qui est exactement la même chose. Je fais cette commande. Et là, vous allez voir, si j'affiche Toto, il a bien sauvegardé et quitté en même temps. Maintenant, mettons que... Voilà, je vais rajouter encore du texte. Encore du texte, voilà. Maintenant, j'ai envie de quitter Vim, mais juste quitter. J'ai pas envie de quitter et sauvegarder. On va dire, bah c'est simple, je fais 2.q et puis voilà. Sauf que vous voyez, j'ai fait 2.q, et qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas eu d'écriture depuis le dernier changement. Mais tu peux ajouter point d'exclamation pour override, pour bypasser, pour outrepasser ce message d'erreur. Oh, d'accord. Donc je fais 2.q et j'ajoute le point d'exclamation. Ça me fait quitter Vim. Et on peut voir que ça ne m'a pas enregistré les nouvelles, le nouveau texte dans le fichier. Voilà, donc maintenant vous savez lancer Vim sur un fichier, écrire dans le fichier, sauvegarder le fichier et quitter Vim. Ça, c'est déjà un minimum. C'est ce qu'on attend d'un bloc-notes de base. Maintenant, on va essayer d'agrémenter tout ça. Déjà, on va faire en sorte de pouvoir afficher le mode. Donc, vous voyez que quand j'étais dans Vim, hop, ici, là j'ai écrit Toto, etc. Quand j'appuie sur I, j'écris Insert. Mais quand je quitte, j'ai pas écrit le mode normal. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres commandes de temps en temps, il y a d'autres modes qui vont s'afficher. Et moi, j'ai envie d'avoir toujours le mode qui s'affiche. Donc déjà, on va voir comment faire ça. On va voir ensuite comment voir les numéros de ligne. Parce que là, vous voyez que j'ai qu'une seule ligne. Mais quand j'en aurai plusieurs, j'aimerais bien savoir où je me trouve dans mon fichier. D'ailleurs, regardez, juste pour l'exemple, je vais ajouter des lignes pour aller dans mon exemple. Voilà, je sauvegarde. Et vous voyez que les lignes ne s'affichent pas. Alors, là, j'ai les informations, je sais que je suis ligne 3, caractère numéro 6, mais est-ce que j'ai vraiment envie de bouger la tête et les yeux jusqu'en bas à droite pour voir où je me trouve? C'est un peu lourdingue. Hein. On va aussi voir comment faire la coloration syntaxique. Bon, là, j'ai que du texte simple, mais vous voyez que j'ai aussi d'autres fichiers. J'ai des fichiers genre du C, ce qui fait que là, si je lance démo.c, il y a la coloration, mais vous allez voir comment changer la coloration et agrémenter pour avoir peut-être d'autres couleurs. On va aussi voir comment afficher la commande qui est exécutée et utiliser la souris. Parce que là, normalement... Alors là, c'est parce que... Ok, j'ai compris. J'ai mon système qui a sa configuration de Vim qui est utilisée, mais c'est un truc de base. C'est pas ma configuration à moi. Mais normalement, vous avez, selon les versions de Vim et selon comment vous avez une configuration par défaut proposée par votre système, vous avez peut-être pas la possibilité comme ça de se faire de la sélection de texte à la souris. Bref, donc on va déjà montrer comment configurer Vim pour faire tout ça. Pour configurer Vim, c'est simple. Il faut que dans votre home, donc hop, là, vous créez un fichier .vimrc. Alors moi, il est créé, mais je l'ai pas encore appelé .vimrc, je l'ai appelé vimrc pour que ce soit pas pris en compte. Donc on va déjà voir quelques petits trucs ensemble. Déjà, comment afficher le mode? Eh bien c'est simple. Imaginez que là c'est votre fichier .vimrc, attention, hein, faut bien que ce soit .vimrc. Pour afficher le mode, vous allez voir quand je vais renommer le fichier que ça va appliquer ma configuration. Voilà. Vous pouvez entrer des commandes dans ce fichier vimrc. Donc si je fais set show mode, Vim va se charger on va se lancer en chargeant le fichier vimrc qui est dans le home. Et donc il va voir qu'il y a set show mode. Donc il affichera le mode toujours en bas à gauche, même si c'est le mode normal. Ensuite, pour avoir les numéros de ligne, regardez, c'est juste ici. Set number. Donc regardez, là je vais rentrer regardez, je vais rentrer cette commande dans Vim en live. Donc je vais faire 2.set number.
Et vous avez vu, j'ai le numéro de ligne. Mais sauf que cette commande, je vais devoir la faire à chaque fois parce que je ne l'ai pas enregistrée dans mon vimrc. Vu que pour l'instant, j'ai pas de vimrc. Ce qui fait que la commande que j'ai rentrée, la 2.setNumber, si je la mets dans mon vimrc, eh bien, Vim va charger cette commande. Donc à chaque fois au démarrage, j'aurai le numéro de ligne qui vont s'afficher. Ainsi que le mode d'utilisation. Si je fais 2.set show mode, hop, eh bien, je pensais qu'il allait m'afficher le mode normal, mais apparemment non. C'est pas grave. Ensuite, pour la coloration syntaxique. Alors là, il faut faire deux choses. Syntax on, voilà. Il faut ajouter syntax on dans votre fichier. Donc, pour l'exemple, je vais le faire. Donc, 2 points. Ah, attendez. 2 points syntax on. Bon, c'était déjà le cas. Et ensuite, ce que vous allez vouloir faire, c'est ajouter un color scheme. Donc là, vous allez rentrer color scheme. Alors, pas Jelly Beans parce que c'est un plugin. C'est pas intégré à Vim. Mais par exemple, vous pouvez faire 2 points color scheme. Et alors là, vous voyez que quand j'appuie sur Entrée, il me dit que c'est celui par défaut. Il y a écrit Default ici. Je vais rappeler la commande. Alors, sachant que quand je fais Color, je peux appuyer sur Tab. Et vous voyez que ça auto-complète la commande. Là, je fais espace. Et quand j'appuie sur Tab, vous voyez, il me défile tous les color schemes qui sont dans Vim par défaut. Moi, il y en a un que j'aime bien par défaut, c'est Desert. Voilà, je le trouve sympa. Il y en a d'autres, évidemment. Après, à vous de voir. Il y en a qui sont, je trouve, très moches. Ah bah, Mac, je le connais pas. Bon. Voilà. Donc, il y en a qui sont très beaux, il y en a qui sont très moches, hein, ça dépend. C'est à vous de chercher. Bon, il y en a qui sont très dark. Je sais plus si c'était Morning ou quoi. Il y en a un qui était affreux. Voilà, ça par exemple, moi je peux pas. Bref. Donc, vous ouvrez votre vimrc, vous rentrez les quelques commandes que je suis en train de donner là. Ensuite, affichez la commande exécutée. Non. Non. Voilà. C'est set show command. Donc ça affichera les commandes que vous exécutez. C'est toujours intéressant. Et utilisation de la souris. Ça va être set mouse égale A. Donc là, vous pourrez utiliser la souris comme ça, comme moi. Moi, ce que j'utilise beaucoup pour quand je fais des présentations, que je ouvre un fichier Vim et que je dois vite mettre en surbrillance une partie du fichier. Donc, je peux le faire avec la souris rapidement comme ça, je fais clac, voilà, c'est quelque part par là. Bon, bref. Je l'utilise pas très souvent, mais bon, ça peut être pratique au dernier moment pour dire zut, attends, regarde, c'est juste là, je prends la souris, pouf, c'est juste là, voilà. Voilà, donc après j'ai beaucoup d'autres configurations. Mon fichier est disponible donc sur mon dépôt GitHub. Je vous invite à ne pas le copier comme des abrutis, mais regarder, voir comment ça marche. Vous voyez qu'on peut mettre des commentaires avec double guillemets, ce qui sert à pouvoir dire à quoi sert la commande qui est en dessous. Donc par exemple, le setNumber qui est ici, j'ai commenté pour dire ça affiche le numéro de la ligne. Et donc ça exécute la commande setNumber. Vous voyez que là j'ai relancé Vim mais j'ai pas les numéros qui sont affichés. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mon vimrc en .vimrc. Et là, quand je vais le relancer dans mon vimrc, voilà. Vous voyez qu'il y a les numéros de ligne. L'interface est un peu différente. Là, j'ai le mode normal qui est vraiment affiché, ici en bas, alors que normalement, il n'y était pas. Voilà. Et tout le reste fonctionne comme j'ai envie. C'est mon color scheme qui est installé. Enfin voilà. Donc là, je suis content. Donc vous voyez, vous rentrez juste quelques commandes par-ci par-là. Évidemment, vous mettez des commentaires pour dire à quoi ça sert. Et vous aurez déjà un petit début de Vim agréable, où vous allez avoir les numéros de ligne, la coloration syntaxique, et quelques petits trucs en plus pour agrémenter. Ok. Ça c'était pour les nouveaux. Maintenant, on va voir les trucs de base. Alors, dans les trucs de base, il y a... Allez voir le Vim Tutor. Le Vim Tutor, hop, c'est tout simplement
c'est fourni par Vim, hein. C'est le tutoriel de Vim, donc là, en version 1.7. Il prend à peu près 30 minutes à se faire, à s'exécuter. Attendez, je dézoome parce que là j'ai zoomé comme un porc exprès. Et donc voilà, on peut voir que ça se fait en 30 minutes. Chapitre 1, bouger le curseur. Pour bouger le curseur, appuyez sur les touches HJKL. Alors, je sais que pour vous ça peut paraître bizarre d'utiliser HJKL. Vous allez voir pourquoi après. Vous inquiétez pas, regardez, là je vous le montre. J'appuie que les touches fléchées, hein, ça se voit sur le bandeau à l'écran. Et pourtant, le curseur il bouge, il n'y a pas de problème. Mais Vim recommande plutôt d'utiliser HJKL, vous verrez pourquoi après, j'aurai une slide pour ça. Ok. Donc le Vim Tutor, et pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais, vous pouvez faire Vim Tutor FR, et voilà, ça vous rouvre le fichier en français. C'est la même chose, hein, c'est la même version, c'est le même contenu, juste c'est en français. Ok. Ensuite, en réflexe de base, c'est aller lire l'aide qui est intégrée à Vim. Donc là, par exemple, je lance Vim, et je vais faire la commande .help. Et en faisant cette commande, vous voyez que là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, et bien c'est l'aide de Vim. Donc ça vous dit déjà, bon voilà, pour bouger, vous pouvez utiliser les touches fléchées du curseur, ou alors H pour aller à gauche, J pour aller en bas, K pour aller en haut, et L pour aller à droite. Pour fermer cette fenêtre, c'est deux points Q entrée. Pour tout fermer, c'est deux points Q A, point d'exclamation. Donc le A, ça va être pour all, en gros c'est quit all, et tu me forces, avec le point d'exclamation, de quitter tout ce qu'il y a dans Vim. C'est-à-dire la fenêtre d'aide, la fenêtre du fichier, et peut-être d'autres choses. Donc voilà, vous pouvez ensuite parcourir ça. On peut voir qu'il y a donc, ce dont j'avais parlé, les modes, donc le mode normal, le mode visuel, le mode d'insertion. Donc là, ça vous dit comment y aller. Il y a des exemples d'aide à ouvrir. Donc là, si vous faites .help-r, vous aurez l'aide sur les arguments de Vim, par exemple. Là, vous avez, ça c'est d'autres choses, je vous laisserai les voir, mais vous pouvez faire .help tutor, ouais, ça vous ouvre le tutoriel. .help copying, donc pour les copyrights, .help n'importe quoi qui est en violet, en fait, de manière générale. Si vous voulez lancer le table of content, vous voyez que par exemple, si je veux lancer les premiers pas dans Vim, c'est le fichier user02_02.txt à ouvrir. Donc je vais tout simplement faire .help user_02.txt. TXT, voilà. J'appuie sur Entrée, et hop, ça m'ouvre l'aide de Vim, les premiers pas dans Vim, et je peux voir, quand tu lances Vim pour la première fois, insérer du texte, se déplacer, supprimer des caractères, bref. Voilà. Donc pour lancer Vim, il y a même un ASCII art qui représente Vim. Les mecs sont allés loin quand même hein, dans la documentation. Insérer du texte, comment ça marche. Voilà, donc quand vous appuyez sur I, vous êtes en mode insertion, et si vous écrivez ça, si vous faites I, A Very Intelligent Turtle, du coup ça se met en insertion, puis ça écrit A Very Intelligent Turtle. Donc voilà, donc vous avez vraiment de l'aide intégrée dans Vim. Et ça vous montre même qu'il y a écrit le mode insert comme ça, voilà. Donc, voilà, axe d'amélioration, ne pas hésiter à utiliser l'aide intégrée à Vim. Ensuite, le job control, alors ça c'est simple. Quand vous êtes dans Vim et que vous écrivez des trucs, là, beaucoup vont se dire, bon, alors c'est super, alors regardez, hop, je quitte mon fichier. Oui. C'est parce que je fais n'importe quoi, ouais. Hop, donc je quitte mon fichier, je fais mes commandes, je fais mes trucs, je fais mes machins, blablabla. Ah, je dois relancer mon fichier. Donc, je l'ai appelé Tata pour l'exemple. Vite, je dois relancer mon fichier. Donc, je fais Vim sur Tata. Voilà, comme ça, je rouvre mon fichier. Je fais mes modifications. Voilà, je quitte le sauvegarde. Je fais mes commandes. Je fais mes machins, je fais mes ceci. Et finalement, il y a plus simple. Enfin, il y a... Au lieu de rappeler la commande vim, tata, machin, etc., ce que vous pouvez faire, c'est faire du job control. Et le job control, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en arrière-plan des processus. Donc là, je fais vim, tata, par exemple. J'écris encore des trucs, voilà. Et au lieu de quitter Vim, vous allez voir, là, je vais faire CTRL Z. Et en faisant CTRL Z, ça m'a mis Vim en mode suspendu.
Là, si je fais la commande jobs, je peux voir que mon processus Vim, que j'appelais Vim sur le fichier Tata, est suspendu. Je peux faire mes commandes, je peux faire mes machins, je peux faire mes trucs, voilà, ceci, cela. Et là, je peux voir que j'ai donc toujours mon processus qui est suspendu. Et si je fais FG pour foreground, ça va me remettre en avant mon processus qui est suspendu. Et boum, je me retrouve dans Vim, comme j'étais avant de le mettre en suspension, c'est-à-dire avec le curseur qui était là où il se trouvait à l'endroit, au moment où j'ai mis en pause. Voilà, voilà. Vous allez voir que là, pour un seul fichier, on peut se dire, bon, c'est pas encore très bien grave, mais vous allez voir que plus loin dans la vidéo, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est plutôt cool le job control sur Vim. Enfin, c'est le job control avec Vim. Et ensuite, dans le réflexe de base, c'est faire son propre vimrc et autres .files. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, dans mon home, ici, j'ai un répertoire qui s'appelle .files. J'ai dedans un répertoire Vim, qui va contenir mon vimrc. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que dans mon home, je vous ai un peu menti, mon vimrc, en fait, c'est pas un fichier normal. C'est un lien symbolique qui redirige dans mon vimrc de .files. Ce qui fait que quand je fais une modification ici, ça fait une modification dans mon dépôt git .files, donc qui est disponible sur GitHub, hein. Et ce qui fait que je peux donc suivre comme ça les mises à jour de mes fichiers de configuration. Donc .files, c'est tous les fichiers qui commencent par un point, donc .vimrc, .zshrc, point d'autres choses. Et ce qui fait que je peux donc facilement donc déployer, enfin rapatrier surtout, ma configuration sur mes machines. Donc quand je crée une nouvelle machine, j'ai plus qu'à aller sur mon dépôt GitHub, je rapatrie mon répertoire .files, et boum, je retrouve ma configuration pour ZSH, Vim, et d'autres outils. Voilà, voilà. Donc voilà, un truc à faire. S'occuper de ces fichiers de configuration, donc ces .files, et ces guides pour ça, pour suivre les modifications. Ok, donc ça c'était le début des réflexes de base. Ensuite, pour les modes, donc je vous ai dit, Vim, il y a des modes. Il y en a un que beaucoup utilisent quand ils commencent Vim et qui se disent c'est le meilleur mode parce que c'est celui qui me sert à éditer du texte, c'est le mode insertion. Sauf qu'en fait, Vim, c'est un éditeur modal, et le mode insertion, c'est vraiment que pour insérer du texte. Alors là, je remercie Choui pour cette phrase. Le mode insertion ne devrait être qu'une frappe chirurgicale. Vous avez le mode insertion, vous ajoutez votre texte et vous sortez de ce mode. Pourquoi? Parce que Vim, avec les commandes qu'on peut faire, il est ultra puissant, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut éditer du texte sans en insérer. Vous allez voir, modifier du texte, ça veut pas dire le supprimer et le modifier par un nouveau texte en rajoutant du texte. On peut faire de la modification de texte sans en insérer. Alors, vous allez voir que sur certaines pages, j'ai des références des fichiers d'aide. Donc là, par exemple, le help user02.txt, on est allé le voir. On va aller voir le vimmods très rapidement. Je vais pas faire tous les fichiers, toutes les pages d'aide que je donne, mais du coup, vous avez en référence ici les aides associées aux notions que je présente. Donc on va quand même aller voir le vimmods. Donc je fais 2.help vim-mods. Voilà. Donc je peux voir que Vim a 7 modes basiques. Le mode normal, le mode visuel, le mode de sélection, le mode d'insertion, le mode de ceci, le mode de cela. Voilà. Après c'est à vous d'aller voir les modes et de voir quoi en faire. Donc ça vous dit comment depuis ce mode aller vers ce mode. Donc du mode normal au mode normal, vous y êtes déjà. Du mode normal au mode visuel, ça va être V ou V majuscule, enfin, voilà, etc., etc. Et ouais, si je regarde, voilà, comment passer du mode insertion vers le mode normal, ce que je vous avais dit, c'est la touche échappe. Voilà. Donc là, vous avez le tableau de référence pour passer de mode en mode. Et on quitte cette fenêtre d'aide comme ça. Ok. Donc, maintenant, on va voir l'ergonomie. Donc, maintenant que vous avez vu qu'il existe des modes, on verra après comment les utiliser. Là, c'est juste pour vous dire, voilà, il existe des modes. Le mode insertion, c'est pas juste pour faire d'édition de texte. Le mode insertion, c'est pour ajouter du texte. Point barre. Donc, l'ergonomie. Un truc à faire pour devenir encore meilleur sur Vim, c'est d'éviter les touches fléchées pour se déplacer, de rester sur la home row, avec les index sur F et J. Si vous mettez vos doigts sur le clavier sur les touches F et J, vous allez voir qu'il y a des espèces de petites barres en relief sur les bas des touches. C'est là où doivent se placer vos index pour être efficaces
au clavier, donc on appelle de la dactylographie, c'est taper au clavier de façon efficace. Ce que je vous conseille aussi, c'est de remapper Caps Lock par échappe, parce que Caps Lock, on pourrait se dire, ouais, j'ai envie d'écrire un texte en majuscule, donc je vais appuyer sur Caps Lock. Vous allez voir qu'en fait, dans Vim, justement, on peut éditer du texte et dire, tout le paragraphe là, je le veux en majuscule. Tout mon fichier, je le veux en majuscule. Et du coup, j'aurai pas besoin de faire Caps Lock avant et d'écrire mon texte en majuscule. Je peux l'écrire normalement, et ensuite je passe en majuscule. L'intérêt aussi, c'est que quand je veux repasser en mode normal, au lieu que mon petit doigt gauche, enfin mon poignet gauche, fasse un espèce de twist pour aller rejoindre la touche échappe et appuyer dessus, eh bien j'appuie sur Caps Lock qui est juste à côté de la lettre Q, de la touche Q, et pouf, c'est comme si je faisais échappe, et je pouvais revenir en mode normal. Également utiliser les motions pour faire des mouvements intelligents. Les motions, je les présente un peu après. Et utiliser les opérateurs qui agissent sur les motions. Donc un opérateur, vous voyez ça comme de la suppression de texte, de la copie, de l'indentation, de la modification. Donc passer en majuscule, c'est un opérateur. Passer en minuscule, c'est un opérateur. Indenter, c'est un opérateur. Voilà. Vous allez voir. On peut ensuite faire de la combinatoire avec Vim. Et vous allez pouvoir combiner les motions, donc les déplacements du curseur, avec les opérateurs. Donc en gros, vous allez dire de mon curseur de ici à là. Donc je vais déplacer mon curseur d'un point A à un point B. De ce point A à mon point B, tu vas appliquer un opérateur. Un opérateur peut mettre en majuscule pour ajouter des guillemets, pour remplacer du texte, pour faire un peu ce qu'on veut. Donc il y a encore des références. On va ouvrir motion.txt très rapidement. Je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer la page d'aide, mais j'aurai quelques exemples après. Donc je fais 2 points help mode. Non, c'était quoi? Motion.txt, pardon. Donc 2 points help motion.txt. Ouais, pas toute la commande, c'est pas grave. Et donc on peut voir qu'il y aura d'abord les opérateurs dans le premier chapitre, ensuite les motions pour faire du gauche-droite, des motions pour faire haut-bas, les motions pour aller de mot en mot. On va pas tout lire, c'est juste pour vous montrer que il existe de l'aide dans Vim pour comprendre de quoi on parle. Donc les opérateurs, en voici quelques-uns. C pour change. Donc C en gros ça veut dire là mon curseur où il se trouve, je vais vouloir faire du changement, donc je vais supprimer la sélection que je vais faire, je vais la supprimer et passer en mode insertion directement. Si j'ai envie de supprimer une partie de mon fichier, je peux utiliser l'opérateur D pour juste supprimer. Donc ça supprime, mais ça passe pas en mode insertion. Si j'ai envie de copier du texte, je peux utiliser Y pour yanker, donc pour copier. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Si je fais GU, minuscule ou majuscule, ça permet de rendre du texte lowercase ou uppercase, donc minuscule ou majuscule. On peut faire du ROT 13 avec Vim. Vous allez voir. Alors pourquoi on peut faire du ROT 13? Parce que dans les newsgroups, donc qui sont des sortes de fils de mail, alors ça se présente comme des fils de mail, c'est pas ça, hein, mais vous pouvez imaginer des sortes de fils de mail publics où les gens peuvent parler les uns avec les autres. Imaginez un forum, mais façon en mode archaïque, en terminal, où il n'y a pas des boutons publier machin, c'est tout se fait au clavier. Quoique on peut le faire aussi avec des outils graphiques du style Thunderbird, hein, mais voilà, imaginez un truc vraiment très simple un simple fil de communication qui ressemble à un mail, mais public, et tout le monde peut y aller dessus. Bien, il y a des gens qui racontaient leur vie, qui allaient dire je suis allé au cinéma, j'ai vu ça, j'ai lu tel livre, j'ai vu telle série, j'ai vu ceci, cela. Et donc quand ils voulaient parler d'un moment un peu d'un point du film et qu'ils voulaient pas spoiler le film, et ben ils écrivaient leur texte en clair, donc ils écrivaient le spoil. Hop, ils passaient ça en ROT 13, donc c'était humainement illisible. Et ils pouvaient publier leur news, donc les gens, bah, s'ils voulaient savoir de quoi ça parlait, et donc se dire, bon bah tant pis, je vais me faire spoiler, eh bien ils allaient rouvrir la news avec peut-être Vim, et le repasser en ROT 13, ou enfin voilà, récupérer le texte en ROT 13, le déchiffrer, et du coup ils se faisaient spoiler, enfin voilà, au moins ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. C'était pas quelqu'un, un gros bâtard qui disait, hop, voilà ce qui se passe à la fin du film. Il disait, bon voilà ce qui se passe, j'ai pas compris, hop, on passe en ROT 13. Et donc on pouvait écrire des news avec des outils de terminal, et on pouvait dire à l'outil de news, pour écrire des news, je passe par Vim. Donc d'où le ROT 13. On peut faire du shift right to left, donc de l'indentation gauche-droite. Voilà, on peut faire d'autres choses, beaucoup de choses. Donc ça sont les opérateurs. Si je descends, voilà, on peut voir les motions gauche-droite. Donc comment se déplacer à gauche, à droite, bon bah ça va être H, ça on l'avait vu avec l'espèce de rosace des touches là, de déplacement.
L pour aller à droite. Bon. Si je fais circonflexe, ça m'emmène au début du contenu de la ligne. Et si j'appuie sur $, ça m'envoie à la fin de la ligne. Donc je vais vous montrer quelques exemples après. Là, je vous montre juste l'aide de manière générale. Après, j'aurai des exemples. Ok. Donc la home row, qu'est-ce que c'est? La home row, en gros, c'est le mode de repos pour vos mains quand vous êtes sur le clavier. Et pour rester efficace quand vous tapez au clavier, eh bien, au lieu de ressembler à Gisèle de la Conta, qui ressemble à un espèce de raptor avec ses deux index qui dépassent de ses doigts et qui appuie doigt par doigt, touche par touche avec ses doigts, eh bien, vous allez essayer d'adopter une posture avec vos mains pour taper efficacement au clavier avec une ou deux colonnes associées à chaque doigt. Et donc, il n'y a plus qu'à déplacer les doigts de façon efficace pour taper du texte. Donc, pour voir que la touche espace est réservée au pouce. Vous voyez que le F et le J, ils ont bien une espèce de petite barre, des petits reliefs là qui sont représentés ici. Et donc, on met bien les index dessus. Et après, il n'y a plus qu'à bouger les doigts vers le haut, vers le bas, un peu sur les côtés pour certains cas, pour pouvoir écrire au clavier. Voilà, ça évite les canals carpiens, justement. Je dis canal carpien, je plaisante, mais quand, par exemple, vous voulez utiliser les touches fléchées pour vous déplacer dans votre éditeur, bah, c'est-à-dire que la main droite va devoir se déplacer sur la touche fléchée, faire son déplacement, revenir sur le clavier. Et donc ça, bon, bah, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Alors qu'on peut du coup utiliser H, J, K, L pour déplacer le curseur, et donc garder les mains sur le clavier. En termes d'utilisation de H, J, K, L, on peut voir que H, il est tout à gauche, L tout à droite. Donc H c'est gauche, L c'est à droite. Le J, moi j'avais différentes façons de me rappeler que ça veut dire bas. Ça peut ressembler à une sorte de hameçon, donc ça va dans l'eau vers le bas. Il y a aussi la petite barre en relief en bas de la touche. Voilà, donc ça peut être une façon de voir ça. Et puis le K, je me suis dit K ça veut dire king, donc le king of the hill, c'est celui qui est en haut, qui est le roi de la colline, il est donc vers le haut, donc ça va vers le haut. Bon, voilà, c'est mes façons à moi de m'en rappeler. Bon, autant le HL, ça va, c'est simple. Autant parfois le JK, je peux avoir un doigt qui va ripper, donc au lieu d'aller vers le haut, je vais aller vers le bas ou inversement. Donc voilà, une façon de s'en rappeler, c'est le J, ça ressemble à une espèce d'hameçon, donc ça va dans l'eau vers le bas, et il y a la petite barre en relief en bas de la touche. Et le K, c'est le King, donc il est en haut, il est en haut de tout. Et pareil, donc du coup, vous voyez pour la touche échappe, ici, bah, au lieu d'envoyer la main gauche, je la touche échappe, bah, j'envoie le petit doigt, pouf, sur le caps lock, et donc ça me fait échappe. Ok. Donc quelques raccourcis pour exemple. Alors je vais ouvrir un nouveau fichier. Des petits fichiers que j'avais préparés. Donc voilà un exemple là, pour faire du C. Si j'ai envie d'insérer en début de ligne, donc imaginons, là je me retrouve ici avec mon curseur. Je me dis, ah non, en fait, truc tout con, en fait je voulais que ce soit un unsigned char et pas un char. Et bah donc du coup je vais faire Shift I. Et donc là, vous voyez que mon curseur est renvoyé au début de la ligne, et je suis en mode insertion, et donc je peux rajouter mon unsign. Si j'ai envie de undo, ça c'est l'opérateur d'annulation, je peux appuyer sur U, et vous voyez ça undo. Si je fais CTRL R, CTRL R ça redo. Donc ça c'est les opérateurs d'annulation, enfin voilà, dans le temps, pour aller dans le temps en arrière ou revenir dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc Shift I pour insérer en début de ligne, O pour insérer en créant une nouvelle ligne en dessous. Donc là, imaginons que j'ai envie de créer une nouvelle variable. Et ben, je peux faire juste la touche O. Et je peux faire int, pas âge, égale 42 fois 666. Bon. Bon, pas faut que je l'utilise quelque part. Mais voilà, donc je peux facilement créer une nouvelle ligne et pouf, je suis en mode insertion. Automatique. Shift O, bah, c'est l'inverse. Vous insérez toujours, mais en créant la ligne au-dessus. Vous allez voir qu'en général, quand il y a une commande, la touche Shift, ça sert à faire son effet inverse. Par exemple, là, CTRL A, ça va incrémenter un nombre. CTRL X, ça va le décrémenter. Shift A pour insérer à la fin d'une ligne, ça c'est cool. Imaginons, voilà, je me retrouve ici, dans le cas là, voilà, bon, j'ai pas fait gaffe. J'ai mon curseur qui est là, je me dis, ah zut, j'ai oublié le point virgule. Bon bah c'est simple, je fais Shift A.
et j'ai mon curseur qui est en fin de ligne, mode insertion direct. Donc, je peux rajouter comme ça mon point virgule. Pour le CTRL A, CTRL X, pour incrémenter le nom, bah vous voyez, c'est simple, je fais CTRL A, et là je fais plusieurs fois CTRL A, ça incrémente, et je peux faire CTRL X, et ça décrémente. Si jamais vous passez à 0, que vous faites CTRL X, bon, bah, il rajoute un tiret, donc du coup ça passe en négatif. Attention du coup, si vous faites un truc comme ça, et que vous vous dites ah non en fait c'est pas A-19, c'est A-20, vous allez peut-être vous dire bah c'est simple, je fais CTRL A, et du coup ça va incrémenter le 19. Sauf que non en fait, c'est moins 19. Donc en fait il fallait décrémenter pour que ça fasse A-20, A-20 quoi. Voilà. Donc faites juste attention à ça. Donc ça va, ces petits raccourcis qui sont sympathiques. Pour les modes, donc vous avez le mode normal. Ça, c'est ce que vous utilisez pour les commandes. Vous avez le mode visuel. Donc le mode visuel, je vais appuyer sur la touche V. Et vous voyez que là, du coup, je peux sélectionner, donc il est bien écrit visual hein, en bas à gauche. Je peux sélectionner du texte. Et après, je peux faire des opérateurs dessus. On verra ça encore après. Et vous avez également le mode bloc visuel. Alors là, je vais me mettre au milieu du texte, vous allez voir. Je peux faire CTRL V. Voilà, là je suis en visual block. Et vous voyez que là je sélectionne du texte, mais comme ça, c'est pas ligne par ligne, c'est des blocs, des morceaux de ligne. Et après, je pourrais par exemple copier cette sélection. Donc là, je copie ça. Et plus loin dans mon code, je colle ma sélection. Et donc ça me colle que ma sélection, donc mes morceaux de ligne. Quoi. Voilà. L'émotion. Donc ça, c'est pour déplacer votre curseur. Donc par exemple, j'ai envie d'aller au début de mon fichier. Bah, je fais GG. J'ai envie d'aller à la fin du fichier, bah, je fais G majuscule, Shift G. Quoi. J'ai envie d'aller à une ligne, bah, je vais faire 2.n, enfin 2.n, n étant le numéro de la ligne. Donc faisons quelques exemples. Là, je suis en bas de mon fichier, je fais donc GG. J'ai envie d'aller tout en bas, je fais G. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une motion. Ma motion, ça va être, je suis en haut de mon fichier, je fais Shift G, je vais tout en bas. Je suis en bas de mon fichier, je fais GG, je vais tout en haut. J'ai envie d'aller à la ligne numéro 11, bah, je fais 2.11. Je vous ai pas montré donc. GG, je vais tout en haut. G majuscule, je vais tout en bas. Et si par exemple je fais donc du coup 2.11, moi j'ai fait 2.12. Alors le KP c'est pour Keypad. Hein. Je vous montre autrement. Si je fais 2.20, voilà. Je vais aller numéro 20. Quoi d'autre encore? Si j'ai envie de bouger de mot en mot, bah, je fais W ou B pour backward word. Backward word. Donc si je suis là, que j'appuie sur la touche V, vous allez voir que mon curseur il se déplace de mot en mot. Voilà. Donc pas de lettre en lettre, mais de mot en mot. Et si je fais B, bah, du coup je me déplace en arrière de mot en mot. Voilà. Et donc il y en a plein d'autres, hein, comme ça. Je peux faire 0 pour aller au début de la ligne. Chevron, on se rappelle, c'est le début du contenu de la ligne, donc je vous montre la différence. Là voilà, je suis ici. Si je fais 0, hop, 0, mon curseur est au début de la ligne. Si je fais circonflexe, il est au début du contenu de la ligne, donc le caractère qui n'est pas vide. Et si je fais $, hop, il est à la fin de ma ligne. Et évidemment, je peux aussi déplacer mon curseur pour faire la recherche de pattern. Et donc je peux faire slash, le pattern, et je peux m'y déplacer comme ça de mot en mot. D'occurrence en occurrence. Donc si je fais n, je vais à la prochaine occurrence. Et si je fais shift n, je vais à l'occurrence précédente. Alors là, je vais voir encore un autre fichier pour la démo. Voilà. Là, par exemple, je vais aller me téléporter sur le mot important. Non, c'était pas ce fichier. Ouais, c'était Toto. C'était pas Toto. C'était bien very important, super importante. Ok. Pardon. Donc, si j'ai envie de me déplacer sur le mot important, je vais faire slash important. Voilà. Et là, si j'appuie sur la touche N, je vais à la prochaine occurrence du mot important. Shift N, je vais en arrière.
Donc, N, Shift N, N. Bon, si je fais N, tout en bas, il remonte au début de mon fichier. Là, c'est vrai que j'ai eu que 2 occurrences. Ok. Je pensais que j'avais un autre fichier plus intéressant pour cet exemple, mais c'est pas grave. Bah, vous avez compris l'idée, slash un pattern, et après vous pouvez vous déplacer de pattern en pattern dans le fichier. Maintenant, quelques opérateurs, donc on en a déjà vu quelques-unes. Alors sachant qu'on peut faire n fois un opérateur, vous allez voir. Donc je peux par exemple supprimer une ligne, donc faire D, mais si j'ai envie de supprimer plusieurs lignes, je peux faire 4D, c'est comme si j'appuyais 4 fois sur la touche D. X c'est pour couper. Bon, en soi c'est la même chose que supprimer, hein, ça va supprimer le fichier, le contenu, et vous pourrez le recoller derrière. C, comme j'ai dit, c'est comme change, c'est comme délétion, pardon, c'est-à-dire change. Vous allez tout supprimer, mais vous passez en mode insertion. Y c'est pour yanker, c'est pour copier. P c'est pour paste, c'est pour coller. R c'est pour replace, donc on peut remplacer une sélection de texte. U c'est pour undo, CTRL R c'est pour redo. Donc ça j'avais montré le undo, le redo. Alors maintenant on va du coup essayer de combiner un peu tout ça. Mettons, j'ai envie de retraiser tout mon fichier. Donc on se rappelle que pour faire du retraise, c'était G pour l'interrogation. Mais on veut faire ça sur tout le fichier. Alors comment faire? Je vais faire GG pour envoyer mon curseur tout en haut. Après j'ai dit je fais G pour l'interrogation jusqu'en bas de mon fichier, donc je fais G majuscule. Et vous voyez que ça a retraisé tout mon fichier. J'ai fait la motion aller tout en haut. Ensuite j'ai fait l'opérateur retraise en appliquant la motion jusqu'à la fin de mon fichier. Donc je peux comme ça chiffrer mon fichier. Alors évidemment, le ROT13 c'est un des meilleurs chiffrements au monde, mais pour être 2 fois plus efficace, on peut ROT13 2 fois. Donc là, je vais re-ROT13 mon fichier pour le rechiffrer encore une fois. Donc je vais refaire, vous allez voir la séquence de tools. Et donc elle va s'afficher là en gros sur l'écran. GG, G pour l'interrogation, G majuscule. Et voilà, j'ai réappliqué le ROT13 sur mon fichier. Et évidemment, du coup, il redevient le fichier d'origine. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore de trucs rigolos? On avait vu que, par exemple, je vais mettre là, ça va être plus intéressant. Si je fais D, ça veut dire supprimer. Alors si je veux supprimer une ligne, je peux faire DD. Je ferai encore DD. Ça supprime la ligne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envie de retrouver mes 2 lignes précédentes. J'ai envie de undo mes 2 fois. Bah, je pourrais faire U pour undo une fois, et puis re-U pour undo une deuxième fois, je vous montre. Voilà, UU. Là, je vais redo, je fais CTRL R, CTRL R. Mais ce que je peux aussi faire, c'est faire directement 2U. Et ça applique le undo 2 fois. Si j'ai envie de supprimer un mot, eh bien je peux faire D sur quoi? Sur un word, donc DW. Et vous voyez que j'ai bien supprimé un mot. Alors je vais undo. Maintenant j'ai envie de supprimer 3 mots. Eh bien je vais faire 3 DW. Donc j'ai appliqué supprime le mot 3 fois. Donc j'applique l'opérateur suppression sur la motion mot, mais je fais ça 3 fois. Qu'est-ce qu'on a encore de drôle? Y pour yanker. Donc mettons que j'ai envie de copier une partie de mon fichier en bloc, en mode visual block. Eh bien je vais faire CTRL V. Voilà, je suis en mode visual block. Là, je vais sélectionner voilà, comme ça une partie de mon texte. Et là, je vais appuyer sur Y pour yanker. Donc vous voyez qu'un bloc de 6 lignes a été yanké. Je vais ensuite, tout en bas de mon fichier avec grand G, j'appuie sur O pour ouvrir une nouvelle ligne. Je vais un peu plus loin, voilà, donc je prends des lignes vides. Je me remets en mode normal, pardon. Et là, j'appuie sur P pour paste. Et donc, je colle ma sélection. Je peux undo. Mettons que j'ai envie de coller 10 fois ma sélection. Et ben, je vais faire 10 P. Et là, je colle 10 fois ma sélection. Je paste 10 fois. Donc, vous voyez, Vim, c'est vraiment de la combinatoire. Vous avez des motions pour déplacer votre curseur, ou faire de la sélection, ou faire ce genre de choses. Et vous allez appliquer un opérateur de changement. Si j'ai envie, par exemple, de mettre, on va dire, 3 mots en majuscule,
eh bien je vais faire 3, G, U majuscule, Word. Et donc là je dis, tu vas me faire 3 fois le G, U majuscule, donc ça veut dire mettre uppercase, sur le motion Word. Donc tu me mets en majuscule un mot, puis le deuxième, puis le troisième. Si j'ai envie de remettre en minuscule, bah ça va être 3, G, U minuscule, Word. Si j'ai envie de mettre une ligne complète en majuscule, je peux faire G, U, entrée. Je me mets au début de la ligne. Donc mettons que je sois comme ça au milieu de la ligne. J'ai envie de mettre toute cette ligne en majuscule. Je fais donc circonflexe pour aller au début. G, U, jusqu'à dollar qui veut dire fin de ligne. Et donc là, voilà, je mets toute ma ligne en majuscule. Et si j'ai envie de remettre en minuscule, bon bah je peux, là je suis au début de ma ligne, mon curseur au début de ma ligne. Donc je peux juste faire G, U minuscule, dollar. Et ça met tout en minuscule, de là où était mon curseur, à dollar qui veut dire fin de la ligne. Voilà. Et là c'est vraiment que de la combinatoire. Je vais pas m'amuser à faire tous les exemples du monde avec toutes les combinaisons possibles du monde, mais voilà, dites-vous que vous pouvez appliquer ce que vous voulez de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Par exemple, j'ai envie de mettre... comment je pourrais faire ça? J'ai envie de tout mettre en majuscule jusqu'au mot plusieurs. Eh bien, je peux faire G, U majuscule, slash plusieurs. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et donc j'ai dit, tu me mets en uppercase. Et en faisant slash, j'ai donc fait une recherche de pattern. Et donc j'étais au début de mon fichier, il a tout mis en uppercase jusqu'à la première occurrence du mot plusieurs. Alors, je peux en faire U pour undo, évidemment. Voilà, voilà. Si j'ai envie de supprimer une ligne, me mettre en mode insertion, je vais y arriver. Donc on a vu que DD c'était pour supprimer une ligne, mais du coup si je fais CC, bah ça supprime la ligne, mais je suis en mode insertion. Je vais regarder qu'est-ce qu'on avait d'autre encore très rapidement. Replace. Ah oui, replace, tiens. Si j'ai envie de remplacer. Alors remplacer, ça sera par un seul caractère, mais mettons que là, vraiment important, j'ai envie de, on va dire, oui, comme dans les films, quand on met des traits noirs dessus, on n'a pas envie que ce soit lisible. Eh bien, je pourrais dire, tu vas replace par X majuscule jusqu'à la fin de la ligne. Ah non, c'est vrai il s'applique à l'être. Donc là, si je fais R, X majuscule, bon bah ça replace là où se trouve mon curseur. Mais si j'ai envie de remplacer toute la ligne, je peux faire V $. Donc là, je sélectionne, parce que je suis en mode visuel, toute ma ligne. Et là, je peux faire R X majuscule. Et donc, ça remplace toute ma sélection par du X majuscule. Donc là, c'est un peu en mode redacted. Voilà, le morceau du fichier, là, il est censuré, on peut plus le lire. Bon, j'appuie sur U pour undo. Mais voilà. Donc, dites-vous que voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ça, toujours en mode normal, hein, ou le mode visuel, s'il faut sélectionner du texte. Mais voilà, je suis pas obligé de me mettre en mode insertion pour faire tous ces changements. Je peux juste faire combiner mes opérateurs avec mes déplacements, avec mes motions, et faire un peu ce que je veux. Faut vraiment aller lire la doc, voir ce qui est disponible, et ensuite, sky is the limit, hein, c'est votre imagination qui va limiter vos compétences survie. Ok, on peut aussi faire tout ça sur des objets. Donc un objet, en gros, c'est une zone de texte, mais avec des délimiteurs. Donc vous pouvez dire, je veux prendre tout l'objet en utilisant la lettre A pour dire c'est un object, avec les délimiteurs inclus. Ou alors vous pouvez dire seulement ce qu'il y a à l'intérieur de mon objet, enfin sans les délimiteurs, donc par exemple entre guillemets ou entre accolades, entre ce que vous voulez. Et là vous allez utiliser la touche I pour dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet, le inner object. Donc ça va appliquer une formule, mais sans les délimiteurs. Donc par exemple, si je veux mettre une phrase dans une phrase entre deux guillemets, si je veux mettre en majuscule tout ce qui a seulement tout en majuscule seulement ce qui est entre les guillemets, eh bien je vais faire GU majuscule pour dire je veux mettre en majuscule ce qu'il y a à l'intérieur de mes guillemets. Si j'ai envie de supprimer ce qui est entre mes guillemets et me mettre en mode insertion, je vais faire CI, donc C pour change, inside mes guillemets. Et donc là, tout votre texte entre guillemets va être supprimé, et vous passerez en mode insertion. Quoi d'autre encore?
Si j'ai envie de supprimer ce qu'il y a dans les guillemets, donc juste supprimer mais pas passer en mode insertion, je peux faire D pour supprimer, A pour tout l'objet, donc avec les guillemets, et je dis bah guillemets c'est mon délimiteur, donc voilà. Dans une fonction C par exemple, si je fais D pour supprimer l'intérieur de mon accolade, bah ça supprime tout le contenu de la fonction mais sans les accolades, parce que c'est le inner object. Si j'ai envie de copier un morceau de fonction avec les accolades, je peux faire Y pour yonk, pour copier, mon objet délimité par les accolades, avec les accolades inclus. Donc je vais montrer quelques petits exemples quand même. Donc on va aller dans démo.c. Donc là voilà, par exemple, le gélule qui est ici, j'ai envie de passer au mode tout en majuscule. Donc je vais faire G, U majuscule, inside, mes guillemets. Et là, j'ai gélule qui est passé tout en majuscule. Je pourrais aussi le passer en mode minuscule, je fais G, I minuscule, inside mes guillemets, et tout passe en minuscule. Là je me dis, en fait non, j'ai envie plutôt de changer le name, bah, je peux faire C, inside, mes guillemets. Donc ça a supprimé le contenu de mon objet dans mes guillemets, et je passe en mode insertion, et je peux écrire autre chose. Hop. Voilà. Donc ouais, ce que j'avais dit encore, oui, je peux copier l'intérieur d'une fonction. Là, je vais donc yank inside mon accolade. Donc 10 lignes ont été copiées. Ensuite, je fais granger O, voilà, je plus loin dans mon fichier. Vous voyez, granger pour la fin du fichier, O pour créer une nouvelle ligne en mode insertion. Voilà, on commence de plus en plus à s'en rappeler. Et donc ensuite, je peux faire P pour paste. Et ça me colle tout le contenu de la fonction. Bon, là, c'est pas utile en soi dans ce fichier comme ça, mais voilà, on peut s'amuser à copier des morceaux de fichiers comme bon nous semble. Voilà. Donc ça, c'est pour les objets. Donc il faut se dire, un objet, c'est quoi? C'est juste une zone de texte avec du délimiteur. Qu'est-ce qu'on a encore? Les registres. Alors ça, voilà, c'est la nouvelle slide qui avait pas les dernières, mais qui était commentée par quelqu'un, et je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais reprendre le concept, l'idée, que j'avais pas présenté. Donc en gros, on peut utiliser des registres pour enregistrer le résultat d'une copie ou d'une suppression. Alors quand je dis enregistrer le résultat d'une suppression, ça va pas se rappeler de la suppression, ça va pas resupprimer du texte, ça va supprimer du texte, mais le texte qui a été supprimé sera enregistré dans un registre. Alors enregistre, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez faire .help guillemets et .help registers pour en savoir plus. Mais en gros, vous allez dire, je vais utiliser une touche de mon clavier comme registre, comme cellule mémoire, où je vais enregistrer du texte. Voilà. Donc ça peut être A, B, C, D, E, F, ça peut être aussi des chiffres, voilà, ça dépend des cas. Donc allez voir l'aide associée pour savoir qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme registre ou non. Donc un exemple. Si je fais guillemets A, c'est pour dire, avec le guillemet, tu vas me lancer l'enregistrement de texte, A dans le registre A, et tu vas me yank, tu vas me copier tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon accolade, sans l'accolade. Ensuite, si j'ai envie d'enregistrer dans le registre Z, je fais donc guillemets Z. Donc là, je dis, tu vas m'enregistrer quelque chose dans le registre Z, et tu vas m'enregistrer la suppression de tout l'objet qui est entre les accolades. C'est-à-dire toute ma fonction accolade inclus. Ce qui fait qu'ensuite, si je fais guillemets AP, bah ça va charger le registre A et ça va donc paste ce qu'il y a dedans. Et si je fais guillemets ZP, ça va charger le registre Z et paste ce qu'il y a dedans. Donc il y a un cas où je fais une copie que je peux recoller ailleurs. Il y a un cas où je fais une suppression, mais je peux recoller ce que j'ai supprimé ailleurs encore. Donc on va faire un exemple évidemment. Donc guillemets A inside non, j'ai oublié le yank. Je recommence, pardon. Guillemets A, tu me yank tout ce qu'il y a inside mes accolades. Donc là, 4 lignes ont été copiées. 4 lignes, c'est pas normal. Oui, c'est parce que j'ai rajouté une accolade comme un abruti. Parce que j'avais fait i accolade avant, donc j'ai fait un insertion accolade. Ça, c'est moi qui suis un peu bête. Donc je recommence. Guillemets A, tu me yank tout ce qu'il y a inside mon accolade. Voilà, donc là, 10 lignes ont été copiées dans A, pardon. Maintenant, dans Z, je vais faire la même chose, mais je vais prendre les accolades avec et je vais supprimer en même temps. Donc là, je fais guillemets Z, tu me détruis, delete, mon objet avec les accolades. Et donc là, j'ai supprimé du texte, mais en fait, il est encore enregistré dans le registre Z.
Et donc là, si je fais par exemple, hop, guillemets ZP, eh bien il m'a chargé le registre Z et il m'appeste ce qu'il y avait dedans. Si je fais pareil mais avec A, guillemets AP, bah, il me peste ce qu'il y avait dans le registre A. Mais vous voyez que du coup il n'y a pas les accolades. Et après je peux m'amuser à faire des trucs vraiment débiles, du style sans guillemets ZP, et donc là il m'a copié 100 fois le contenu de mon registre Z. Voilà. Donc ça c'était les registres. Qu'est-ce qu'on a encore? La substitution, oui. Donc on peut substituer du texte. Alors on avait vu R pour replace, mais ça faisait un replace d'un caractère. Là on va voir pour replace une occurrence, un pattern, par un autre pattern. Donc je vais ouvrir juste un autre fichier. Voilà. Donc mettons que le mot important ici, alors je vais juste enlever le mot super qui est là. Voilà. Mettons que du coup, j'ai envie de remplacer le mot important par super important. Et bien ce que je fais, c'est que je vais... non, c'est vrai que j'ai pas des chiffres trucs. Donc on va dire S pour substituer. Alors c'est 2.1, c'est une commande. Donc en fait c'est 2.S. Pour substituer mon pattern 1 et le remplacer par pattern 2. Si je fais ça comme ça simplement, ça me change la prochaine occurrence. Si j'ajoute un "-g", ça me change toutes les occurrences qui sont sur la ligne ou dans la zone de sélection. Donc mettons que là je sélectionne voilà, quelques lignes. Je fais 2.s/important. Et là je dis qu'en fait c'est super important. /g pour global pour que tout soit changé. Et voilà. Ça m'a bien rajouté super devant tous les mots importants. Donc j'ai pas vraiment substitué, j'ai plus rajouté du texte. Mais en soi, j'ai juste substitué important par super important. C'est vrai que l'effet, c'est de l'ajout de texte. Mais du coup, vous voyez, je l'ai fait sur tout un ensemble de texte. Dans le même genre, alors c'est vrai que je dû le montrer avant, mais j'ai un peu oublié. Quand on parlait des modes, la visual block, imaginez que j'ai envie d'ajouter quelque chose au début de chaque ligne, de toutes les lignes ici. Je peux faire CTRL-V pour passer en mode visual block. Je sélectionne toutes les lignes. Là, je fais Shift-I. Je suis en mode insertion. Je vais écrire, par exemple, j'ai lu là, 2 points. Donc là, il n'y a que la première ligne qui était modifiée, mais je suis encore en mode insertion. Je repasse en mode normal, et là, il m'applique ma modification sur toutes les lignes que j'ai sélectionnées. Bon, c'est pas de la substitution, c'est juste que j'ai fait un petit oubli par rapport au mode. Mais voilà. Pour revenir sur la substitution, du coup, imaginons que maintenant que j'ai envie de remplacer le Gélule, on va dire, mais sur 3 lignes. Voilà. Je sélectionne donc 3 lignes. Et donc là, je vais dire 2.s, tu me substitues Gélule par le méchant. Et tu fais ça globalement sur toutes les occurrences que j'ai pris. Et voilà. Bon, ce qui veut rien dire en termes de scénario. Mettons que maintenant j'ai envie de supprimer, par exemple, tout ça. Alors je reviens encore sur mes modes. Eh bien, je peux faire CTRL-V pour sélectionner en bloc. Voilà. Je sélectionne tout ce que j'ai envie de supprimer. Là, j'appuie sur la touche D, et ça me supprime ma sélection. Voilà, c'est pour ça que je peux pas passer trop de temps sur les modes, les motions, les opérateurs. Il y a tellement de choses à faire, ça prendra beaucoup trop de temps. Vraiment, dites-vous que vraiment la limite, c'est votre imagination. Hein. J'aimerais vous montrer beaucoup de choses, mais la vidéo ferait 4 heures et j'aurais même pas fini. Ok. Maintenant, substitution, c'est terminé. On va pouvoir attaquer des trucs un peu plus drôles. Donc, par exemple, éditer plusieurs fichiers. Donc il faut savoir qu'en fait, depuis le début, j'édite un seul fichier, mais on peut faire plus. Alors, il faut avoir quelques notions. Les buffers, qu'est-ce que c'est pour Vim? Un buffer, c'est la représentation d'un fichier en mémoire vive. Donc en gros, quand j'ai fait Vim Toto et j'ai écrit du texte tout à l'heure, je l'avais pas encore enregistré sur le disque. Et donc ce qu'on voyait, c'était un buffer. Donc c'était la représentation d'un fichier en mémoire vive. Après, je l'ai enregistré. Il est toujours en mémoire vive, hein, évidemment. Et en fait, un buffer, ça utilise une window, et une window, c'est juste une vue sur un buffer. Donc là, ce que j'ai, c'est une window là, qui me prend tout l'écran. Sur le buffer, super important file. Je vais quitter
Vim exprès pour la démo après. Et ensuite, eh bien, je peux utiliser des onglets, tab, qui est une collection de de fenêtres. C'est pas juste un buffer. Donc là, mettons que je lance mon fichier démo.c. Là, j'ai un onglet, entre guillemets, qui me donne vue sur une fenêtre, pardon. Cette fenêtre qui a chargé le buffer démo.c. On va voir avec les commandes qui suivent comment eh bien justement ajouter des fenêtres, ajouter des windows, enfin ajouter des onglets, tout comme ça. Donc en référence, vous avez windows.txt et tabpage.txt. Donc voilà quelques exemples de fichiers. Donc si je fais 2.e avec le nom d'un fichier, bah ça va m'ouvrir un nouveau fichier. Alors ça va me faire un nouveau buffer, mais ça va me remplacer le buffer que je vois actuellement par le nouveau buffer. Donc ma window va aller voir un autre buffer, un deuxième buffer, le premier, bah, il sera mis sur le côté, quoi. ls, c'est pour lister les buffers, et 2.b, c'est pour aller sur un autre buffer. Donc le n, il faut remplacer par 1, 2, 3, 4, 5, selon les cas. Donc on va déjà voir ces trois commandes, 2.e, 2.ls, 2.b. Donc, là, si je fais 2.ls, pardon, alors je vais faire ça comme ça. 2. Je fais n'importe quoi. Si je fais 2.ls, voilà, on peut voir que j'ai un buffer qui est donc démo.c. Bon. Maintenant, j'ai envie d'éditer mon makefile. Eh bien, je peux faire 2.e makefile. Sachant que l'autocomplétion fonctionne. Donc là, si je fais par exemple, regardez bien en bas à gauche, hein, make, et que j'appuie sur tab, il m'autocomplète le fichier qui est dans le répertoire avec makefile. Et là, pouf, j'ai le makefile qui s'ouvre, donc je suis encore dans Vim, j'ai pas quitté Vim pour lancer un nouveau makefile, enfin lancer Vim sur mon makefile, je suis encore dans le même processus de Vim. Et donc là, si je liste mes buffers, j'ai en buffer numéro 1 démo.c et en buffer numéro 2 le makefile. Ok. Si je veux retourner dans mon buffer numéro 1, bah c'est simple, je fais 2.b1, buffer numéro 1. Et si je veux retourner dans mon makefile, je fais 2.b2, buffer numéro 2. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait, oui, gf pour gofile. Donc imaginons j'ai envie d'ouvrir un nouveau buffer, mais sans donner le nom, mais en disant à Vim, là regarde ton curseur, il se trouve par exemple sur test.h, donc mon buffer il est ici. Je vais faire gf pour gofile, et hop, il m'ouvre le fichier. Il go dans le file, donc il m'ouvre un nouveau buffer. Je fais 2.ls, et tac, j'ai en buffer numéro 1 démo.c, en numéro 2 le makefile, et en buffer numéro 3 test.h. Donc je vais revenir dans mon buffer numéro 1. Et on peut même faire gofile sur d'autres types de fichiers. Voilà, je vais vous montrer, ça. Les gens sont toujours ébahis par le truc. Ça me fait rire. Là, par exemple, je suis sur stdio.h. On peut se dire, mais stdio.h, il est dans un répertoire système, il n'est pas à la côté, donc il va pas le trouver, stdio.h. Ouais, on va essayer. gf, gofile, et hop, il m'a ouvert stdio.h. Tout simplement. Donc là, je peux parcourir stdio.h, je peux voir à quoi il ressemble. Je vois même où est-ce qu'il est enregistré, donc il est dans /user, /include, /stdio.h. Bon, il est en lecture seule parce qu'il y a le truc le rond rouge là. Donc je peux pas le modifier. Mais voilà, je peux au moins le parcourir, je peux voir à quoi il ressemble et je peux savoir où est-ce qu'il se trouve. Et si je liste mes buffers, je peux voir que j'ai donc en buffer numéro 4 stdio.h avec le chemin complet, etc. Et là, je fais 2.b1 sur mon premier buffer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore de drôle? Ah oui, on a split et vsplit. Alors split et vsplit, c'est pour split une window. Donc en gros, on va créer une nouvelle fenêtre. Et donc on aura dans notre onglet, parce qu'il faut voir ça comme une sorte d'onglet unique, on aura notre onglet qui aura deux windows sur deux fichiers différents. Donc par exemple, j'ai envie de faire un split sur mon test.h. Je peux faire 2.vsplit. Test.h. Évidemment, je peux auto-compléter, mais là, pour que ça fasse pas un espèce de symbole de tabulation en plein milieu de la commande, je l'écris en entier. Donc je vais split. Et donc j'ai un vertical split. Il m'a fait un split à la verticale sur mon fichier test.h. Si j'ai envie de quitter cette fenêtre, je vais faire 2.q. Donc je quitte le fichier. Et si je me dis, en fait, non, je vais faire un split horizontal,
eh bien je vais faire 2.split test.h. Et là j'ai un split horizontal. Donc voilà, il faut bien saisir la nuance. Split c'est horizontal, vsplit c'est vertical split. Maintenant, si j'ai envie de sauter de fenêtre en fenêtre, eh bien je peux utiliser CTRL-W 2 fois pour changer de window. Donc là je fais CTRL-W, mon curseur il est dans test.h, je fais CTRL-W 2 fois, et au zoo, je passe dans démo.c. Là je repasse dans test.h, démo.c, voilà, je peux aller de fichier en fichier comme ça. Et donc, dans mon onglet, je peux ouvrir ensuite une autre fenêtre, par exemple ici, comment je peux faire ça? À la verticale. Donc je vais faire un 2.split makefile. Non, je me suis trompé de commande. Vsplit makefile, je suis un peu plus rigolo à voir, voilà. Et donc, j'ai ici mon makefile d'un côté, mon header de l'autre, mon fichier CNE de l'autre. Bon, on peut commencer à dire que c'est pas terrible en fait. Parce que bon, il y a le makefile d'un côté, alors que c'est pas du C, enfin c'est vraiment c'est la toute chaîne pour compiler, donc est-ce qu'il a vraiment sa place ici? Ça se discute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon curseur là, dans le makefile, je fais 2.q pour quitter, et donc pour ouvrir un nouvel onglet, c'est simple, il faut faire 2.tab new. On peut mettre le nom d'un fichier derrière, évidemment. Donc là je vais faire 2.tab new makefile, évidemment on peut donc auto-compléter, et là vous voyez, j'ai un nouvel onglet, avec mon makefile. Alors pour se déplacer, c'est simple. Il y a ceux qui utilisent la souris qui vont cliquer sur les onglets comme ça marche. Ou alors vous pouvez faire GT pour aller sur l'onglet de droite, ou GT majuscule pour aller sur l'onglet de gauche. Alors je vais ouvrir d'autres fichiers pour que ce soit un peu plus parlant. Donc tab new sur very important file. Non, c'était super important file. Voilà. On va faire un tab new sur Toto. Et puis voilà. Et donc là, si je fais GT, ça va aller vers la droite, mais je suis déjà tout à droite, et en fait, ça va m'envoyer tout à gauche. C'est cyclique. Donc je vais sauter d'onglet en onglet, et quand je suis au dernier, je reviens en premier. Donc là, je fais GT, GT, non, je vous montre. Voilà. GT, GT, GT. Je vais faire GT majuscule, et je vais donc vers la droite. Et si j'ai envie d'aller au énième onglet, par exemple, je suis, voilà, on va dire là, j'ai envie d'aller au troisième onglet, au lieu de faire GT, GT, bah, je peux faire 3GT. Et il m'emmène au troisième onglet. Et c'est là où du coup on se rappelle du job control. Mais dis donc, elle est bien là, le layout il est cool, moi j'ai envie de le garder comme ça. Quand j'ai envie de compiler, comment je fais? Ah bah oui, je fais CTRL Z, voilà. Je lance ma compilation, je fais mes petits trucs, voilà, je fais mes petits tests, on s'amuse, il y a un segfault, c'est cool. Voilà. Et ensuite j'ai plus qu'à refaire FG, et je reviens dans mon Vim, qui est organisé tel que je le veux pour ce projet. Et du coup c'est cool. Parce que j'ai pas à quitter Vim, et puis à compiler, et puis à faire mes trucs, et puis à relancer Vim sur mon fichier, et puis faut rouvrir les onglets et les machins, non. Je fais mon job control avec le layout que j'ai actuellement là sur Vim, et comme ça je reviens dedans comme je veux, etc. D'où l'intérêt du job control. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec Vim, on peut tout aussi bien avoir plusieurs fichiers, on peut même avoir plusieurs fichiers sur une seule vue, on peut avoir des onglets, donc comme les autres éditeurs de texte, enfin de code qui sont ultra intelligents, bah Vim en fait il fait ça aussi naturellement sans plugin. Ok. On continue. Faire son propre vMRC. Alors ça, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, créer de la contemporaine dans son vMRC, c'est non. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre les bases, donc les bases pour faire un vMRC. Et après, vous allez voir les plugins qui sont cool, qui vous intéressent plutôt plus, qui sont cool. Et évidemment, vous faites gaffe. Un plugin populaire ne veut pas nécessairement dire qu'il est bien. Il y a des grandes chances qu'il soit bien parce qu'il y a beaucoup de monde dessus, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dessus que c'est un gage de qualité. Ça veut dire qu'il y a une communauté qui le trouve intéressant. Après, bon, si vous faites du développement web et que c'est un plugin, non, c'est plutôt du développement système et que c'est un plugin pour faire du web, c'est qu'il y a, je pense, plus de gens qui font du web que du système, de manière générale. Bon, il va peut-être pas vous intéresser alors que tout le monde dit il est trop cool, mais bon, ça sera juste une grosse partie de la population, mais pas celle dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que faites attention à qui vous dit quoi en termes de plugin sur Vim. Ensuite, ne pas écouter les vieux cons. Donc, justement, on revient sur ce cas-là.
Quand quelqu'un vous dit fais ça, faites cette conf, elle est trop bien cette conf, et ce plugin est trop cool, prends-le, et si tu le prends pas, t'es qu'un sale connard. Bah non, vous avez un outil qui s'appelle Vim, vous avez des missions à faire, vous avez du travail à faire, que ce soit pour vous, pour n'importe qui d'autre, et donc il faut juste le configurer pour qu'il réponde à vos besoins. Et donc pour ça, il faut le customiser par vous-même. Et ça, c'est très personnel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc chacun son option, son mapping, ses plugins qui seront bien pour les uns et qui seront blasphèmes pour les autres. Tant pis, c'est pas grave, tant que vous êtes bon avec, c'est l'essentiel. Ce qui compte, c'est que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et donc ne devenez pas dogmatique, ne devenez pas des vieux cons par vous-même. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent en termes de conf. Ensuite, on va pouvoir maintenant attaquer les trucs cool. Donc, là, on va aller un peu plus loin. On va voir ce que propose de faire Vim de façon, on va dire, un peu plus avancée. Là, on a vu les trucs de base. Éditer du texte, utiliser les modes, ouvrir plusieurs fichiers, substituer du texte, voilà, des trucs comme ça, les petits trucs de base. Maintenant, on va aller voir un peu plus en profondeur ce que propose de faire Vim. Donc, on va commencer par les tags. Les tags, un tag, c'est un label qui est extrait d'un fichier source, donc une fonction, une non-structure, une enum, une variable, que sais-je encore. Et donc, c'est bien pour chercher du code, pour naviguer dedans, quand on a beaucoup de code et qu'on ne sait pas trop où chercher. Donc, je vais vous montrer. Pour ça, faut que j'arrête de faire n'importe quoi, ça peut être pas mal. Allez. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc les tags, disais-je. Donc pour ça, il vous faut un binaire qui se nomme ctags. Donc moi j'ai Universal ctags à la version 6.1.0 au moment où j'enregistre ça. Et donc on va faire ctags. Alors attendez, je vous montre. Petit truc avant, voilà. Ça, ce sont mes fichiers actuels. Là, je vais faire ctags -r pour récursive. Bon, j'ai qu'un seul répertoire, mais bon, bref. Point pour le dire où je me trouve. Voilà. Et donc là, j'ai un fichier tags qui a été créé. Et si on regarde ce que c'est, hop, bon, il dit que c'est un makefile, ce qui est faux. Si on regarde ce que c'est un peu plus en profondeur, voilà. C'est un fichier tags. Et donc, en fait, il va enregistrer un peu tout ce qu'il trouve dans nos fichiers sources. Donc, il a trouvé du C, il dit avoir trouvé du C++, mais ça reste du C. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? Il a trouvé un truc avec du make. Enfin, bon, ouais. il a trouvé quelques petits trucs par-ci par-là. Et donc là, admettons, alors je vais relancer un nouveau Vim exprès. Je vais dans demo.c. Voilà, je fais mon code. Et puis d'un coup, alors, on va dire que c'est pas mon code, hein, évidemment. Voilà. On va dire qu'il y a plus de fichiers aussi, mais bon. Imaginons que j'ouvre un fichier d'un projet, il y a beaucoup de fichiers, et je vois une structure test. Et j'ai pas très envie de m'amuser à chercher la structure test. J'ai envie de m'y téléporter directement. Et ben maintenant que j'ai mon fichier de tags, je vais faire la commande .tag test. Et boum, il me téléporte directement à ma structure test. Et comme ça, je vois à quoi elle ressemble. Donc imaginez un projet beaucoup plus gros, avec beaucoup plus une code base encore plus grosse. Et bah, vous ouvrez des fichiers sources, vous savez pas trop où vous êtes. Et bah, vous créez le fichier tags. Vous pouvez ensuite vous téléporter directement au main, par exemple. Vous pouvez ensuite vous téléporter à des fonctions qui trouvent ailleurs, des structures, des machins, un peu ce que vous voulez. Et avec la commande .tag, le nom de l'objet, et bah, vous allez vous téléporter directement à l'objet que vous avez envie de regarder. Voilà. Ensuite, l'autocomplétion. Alors là aussi, j'ai entendu qui me disait oui, mon éditeur, lui, fait l'autocomplétion naturellement. Moi, j'ai jamais vu ça dans Vim. Et bien, c'est juste que t'as mal cherché parce que Vim, il fait l'autocomplétion aussi sur ses fichiers. Enfin, dans ses fichiers. Donc, en termes d'autocomplétion, il y a quelques raccourcis que je vais montrer là. Donc, on peut faire CTRL-X, CTRL-N pour faire de la complétion de mots-clés. Donc, je vais juste fermer. Là. Imaginons, du coup, voilà, je suis ici, j'ai envie de faire un printf. Bah, du coup, je vais faire PR, parce que c'est le début de printf, CTRL-X, CTRL-N, et vous voyez que du coup, il me dit, ah ouais, bah, j'ai enregistré printf en termes de mots-clés, donc je pense que c'est ce que tu veux autocompléter parce que j'ai que ça qui commence par PR. Bah oui, effectivement, c'était ça, merci. Et ensuite, du coup, je peux continuer mon code comme ça, blablabla.
Si j'ai envie, je sais pas si je fais C, CTRL-X, CTRL-N, bah oui, il me dit, alors je sais pas, tu veux change me ou tu veux car? Parce que là j'ai les deux. Je sais pas ce que tu veux. Bah, du coup, avec les touches fléchées, je peux dire, en fait, je voulais un char, merci. Voilà. Donc, CTRL-X, CTRL-N pour auto-compléter des mots-clés dans le code. Qu'est-ce qu'on a encore de drôle? La complétion des fichiers. Donc, imaginons, là, je fais en mode insertion, évidemment, je fasse CTRL-X, CTRL-F, et bah, Vim va me lister tous les fichiers qui sont dans mon répertoire. Donc après, c'est à moi de choisir, j'appuie sur Entrée et pouf, il auto-complète. Alors je peux faire un truc un peu plus dev, on va dire. Je peux faire un truc du style char filename égale. Je me dis, ah ouais, attends, mais ça commence par SU, mais je suis plus sûr. SU, CTRL-X, CTRL-F. Ah ouais, super important file. Et pouf, il auto-complète le fichier qui commence par le pattern qu'on a donné. Et après, je continue mon code tranquille. Voilà, donc ça, bah, Vim, il le fait tout seul. Et il y a aussi l'omnicomplétion. Alors l'omnicomplétion, en gros, vous allez pouvoir avoir un plugin qui va se greffer à Vim. Et en fait, il va pouvoir auto-compléter du code, mais par rapport comment dire, pas en termes de mots-clés, mais en termes vraiment de code pur. Alors, j'ai un exemple pour vous montrer. Pour ça, on va faire un peu de Python. Donc je vais créer tab new sur code.py. Voilà. Donc Vim sait que ça c'est du Python grâce à l'extension. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, imaginons je dise L, c'est une liste. Là, je fais L point. Là, je vais faire CTRL-X, CTRL-O. Et pouf. Et Vim me dit, alors avec une liste, tu peux append, tu peux clear, tu peux copy, tu peux count, tu peux extend, tu peux faire tout ça. Tu as aussi des chercheurs d'opérateurs. Voilà. Tu peux faire un peu tout ça avec une liste. Et après, c'est moi d'aller chercher ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et bah ça, c'est Vanilla à Vim. J'ai pas de plugin qui me fait ça. C'est Vim qui est configuré pour. À savoir qu'il existait, enfin il existe encore j'imagine. Il existe donc le projet Lang Server qui vous permet d'agrémenter les fonctionnalités de l'omnicomplétion. Et il existait justement un projet qui s'appelait YouCompleteMe, qui était un énorme projet, un espèce d'énorme bousin avec une toolchain de la mort pour mettre en place le plugin d'autocomplétion. C'était horrible, c'était lourd, c'était merdique, j'avais essayé, c'était horrible, c'était chiant. Alors qu'en fait, depuis le début, on m'avait pas dit, mais Vim pouvait faire l'autocomplétion sur des langages de programmation. Et de façon plus naturelle. Voilà. Donc faites bien gaffe aux plugins que vous téléchargez, renseignez-vous d'abord sur l'outil, sur ce qu'il peut faire en vanilla sans plugin, avant de commencer à télécharger des bousins à gauche à droite. Hop. Ok. Donc ça c'était l'autocomplétion. Pour le futur de Vim, enfin ça c'est le futur, maintenant c'est le passé, parce que les numéros de version ont un peu changé depuis. Mais il y a des trucs assez rigolos voilà, qui sont passés. Depuis la version 8.0, Vim a commencé à avoir la possibilité de faire des jobs asynchrones. Il avait un manager de paquets qui était built-in, ce que moi j'utilise pas encore, faut vraiment que j'y passe, mais je prends pas le temps d'eux. Depuis la version 8.1, il y a une intégration de terminal dans Vim, il y a même un debugger, on peut charger un debugger dans Vim, et ça ressemble très bizarrement à NeoVim. Alors il se trouve que justement quand NeoVim a pop, alors je crois que dans l'histoire c'est quelqu'un qui voulait faire une merge request dans Vim, et le mec a dit non, j'ai pas envie. Et le développeur qui avait fait la merge request a répondu ah ouais bah c'est comme ça, je vais fork Vim, je vais appeler NeoVim, il sera super trop cool. Et donc quand on regarde les fichiers de design notes, c'est-à-dire ce que Vim n'est pas entre la version, donc ça c'est moi qui ai fait l'imprime écran, entre la version V8.0.836 et celle d'après 837, on peut voir qu'au début Vim n'est pas un shell ni un système d'exploitation. Vous ne serez pas apte à lancer un shell dans Vim et l'utiliser pour faire du debug. Ça devrait plutôt être l'inverse. Vous utilisez Vim comme composant d'un shell ou d'un IDE. Et ensuite, NeoVim est apparu, tout le monde est passé dessus parce que ouais, c'est trop cool, c'est moderne. Donc la fanbase de Vim est partie, et donc les développeurs, pour pas trop perdre tout le monde et essayer de rapatrier les gens, ils ont changé Vim, et donc Vim n'est passé de n'est pas ceci à n'est pas cela. Donc Vim n'est pas un shell en système d'exploitation, ça on est toujours d'accord. Il fournit un terminal, oh bah ça c'est nouveau, dans lequel vous pourrez lancer un shell et un debugger. Ah, bah et donc, ça change vite, hein.
Vous pouvez même faire ça par du SSH, bon bref, voilà. Donc voilà, donc merci NeoVim d'avoir été créé, ça a permis à Vim de se mettre à jour, d'être un peu plus moderne. Merci beaucoup. Donc il y a du coup un terminal intégré. Donc pour ça c'est simple, vous faites 2 points terminal, et ensuite c'est simple, c'est juste une window. Donc vous pouvez faire CTRL-W pour passer du terminal à votre fenêtre de code, et puis CTRL-W 2 fois pour passer de votre code au terminal et rentrer des commandes. Si vous voulez quitter le terminal, enfin la fenêtre du terminal, vous faites exit pour quitter le shell ou CTRL-D pour quitter le shell, et donc ça va kill aussi la fenêtre du terminal avec. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Là, je suis là, et là j'ai envie de dire, j'ai envie de compiler mon code. Et bien je vais faire 2 points terminal. Voilà. Et donc là, ici, je peux compiler. Voilà, je peux faire des trucs, je peux me prendre des segfaults de la mort. Voilà, je peux clean. Là, je fais CTRL-W 2 fois, je reviens dans mon code. Je peux faire des changements, je peux faire des machins un peu dans tous les sens. CTRL-W, je refais mes commandes, je refais mes machins. J'en ai marre, allez hop, exit. Et je kill le terminal et je peux continuer à faire du code. Donc j'ai même plus à faire CTRL-Z pour venir sur mon terminal et faire des commandes. J'ai juste à faire la commande 2 points, je vais me faire juste 2 points terme, et ça m'ouvre un terminal. Magique. Ok. Et en plus de tout ça, en plus du terminal, il y a maintenant GDB intégré à Vim. Alors pour ça, attention, il faut dans votre vimrc ajouter la ligne suivante, pack-add, term debug. Il risque peut-être d'avoir un petit bug selon les versions de Vim. Donc je vous montre. Voilà. Moi j'ai pack-add term debug, mais j'ai dû rajouter un point d'exclamation parce qu'il y a une nouvelle version de Vim qui a fait qu'il interprétait ça, je sais plus comment, enfin j'ai pas le temps de regarder. Et du coup, il fallait ajouter un point d'exclamation pour qu'il interprète ça différemment et que, quoi qu'il force, ajoute du terme debug sans avoir un problème mystique de lecture. J'avoue que j'ai pas tout compris, j'ai pas le temps de chercher, j'avais besoin urgemment d'utiliser Vim. Et j'étais pas en mode j'ai envie de le configurer, j'étais en mode j'ai envie d'avoir mon Vim qui fonctionne. Mais c'était après une mise à jour, je sais pas ce qui s'était passé exactement, faut que je regarde. Mais bon, bref. Donc vous ajoutez ça dans votre vimrc, et donc là vous aurez le debugger intégré. Attention, cela dit, il faut donc bien compiler avec le flag de debug, parce que vous allez voir, on va pas juste débugger, on n'aura pas juste une fenêtre GDB, on va pouvoir vraiment suivre l'exécution, le debug d'envie. Donc on compile avec le flag de debug, on fait 2 points terme debug, le nom du binaire qui est généré, et là on aura une fenêtre dans GDB, et avec Vim on pourra suivre l'exécution du debug avec les lignes qui sont surlignées, enfin les lignes qui vont être exécutées qui sera surlignées. Alors je vous montre, ça va être plus intéressant. Donc, moi quand je compile, j'ai déjà mis le symbole de debug, donc là on est bon. Et donc là je fais 2 points terme debug. Oh, attendez, c'est vrai que je vais faire ça comme ça. 2 points terme debug, le binaire s'appelle démo. Voilà. Et donc là, j'ai GDB en haut. Ici, c'est le stdout de GDB, donc c'est la sortie du programme quand je vais faire des printf. Parce que pour ceux qui ont utilisé GDB, rappelez-vous, quand il y a des printf dans le code, c'est dégueulasse. Ça modifie l'affichage du GDB, ça décale tout, on est obligé de faire du clean, du CTRL-L pour clear dans tous les sens, pour remettre droit. Bref, c'est horrible. Et bah là, ils y ont pensé. Il y a les commandes GDB ici, il y a le stdout ici, et il y a le suivi du code dans Vim ici. Et vous voyez qu'il y a même des petits boutons. Et je peux appuyer dessus pour faire un step, un next, un finish. Ce sont vraiment des boutons graphiques, je peux appuyer dessus avec ma souris et faire du step by step, next by next, continuer l'exécution, voilà. Donc là, on va faire un petit start des familles, par exemple. Bon, oui, je télécharge tes debug info. Et voilà. Donc là, je suis ici, je peux voir qu'il va exécuter cette instruction ici. Et là, je pourrais juste avec la souris appuyer sur next. Et vous voyez qu'il me passe à la ligne d'après. Ou alors je peux le faire ici, évidemment, je peux faire next là. Voilà. Là, si je continue, il m'affiche bien le hello ici dans la fenêtre de stdout. Là, il y a le change me, donc je me dis, tiens, j'ai envie de continuer mon exécution, je vais faire C pour continue. Oh bah tiens, j'ai un segfault, je me demande bien pourquoi, donc là, je peux continuer à faire mon debug, etc. Et donc, il m'affiche dans Vim la ligne où c'est un segfault. Donc voilà, donc je peux vraiment savoir où j'en suis, et je peux suivre l'exécution par Vim. Alors c'est vrai que dans GDB, on peut faire le TUI enable pour voir le code, mais là, c'est cool de se dire, je quitte pas Vim, et j'ai GDB qui est intégré à Vim. Bon, je vais quitter ça. Bon, le segfault étant le fait que T est à nul, et que je le déréférence ici. Hein. C'était pour faire un truc tout bête.
mais j'avais besoin de détailler mon propos sur GDB. Ok, donc GDB, c'est fait. Ensuite, on peut aussi, alors je sais pas ce que ça fait dans les tools, mais bon, pourquoi pas. On peut trier un fichier. Donc, je me fais juste faire 2.sort, et ça va trier tout le fichier. Je peux aussi faire une sélection en mode visual, faire 2.sort, et ça trie ma sélection. Alors, je vais vous montrer ça autrement. Voilà, je suis dans mon fichier ici, et là, je vais faire 2.sort, c'est-à-dire trier. Et voilà, ça va trier mon fichier dans l'ordre alphabétique. Alors, je peux undo, et donc je peux dire, tiens, je vais sélectionner que les lignes ici comme ça. Et là, je fais 2.sort, et hop, ça a trié mes lignes qui ont été sélectionnées. Voilà, bon, juste ça, mais voilà, on peut trier des fichiers avec Vim. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, on peut faire des différences entre les fichiers. Alors là, je vais avoir besoin de faire un truc un peu particulier. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, je vais un peu changer l'ordre. Je vais changer quelques petits trucs dans ce fichier-là, mais je vais le sauvegarder sous un autre nom. Donc par exemple, cette ligne-là, je la supprime. Là, je vais remplacer là par le. Là, je vais remplacer ça par le. Avoir plusieurs. Même. Beaucoup, voilà. Mais, oui, ouais. Mais je vais créer le fichier, je fais 2.w, very important file. Donc là, j'enregistre dans un nouveau nom de fichier, dans un nouveau fichier tout simplement. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler vimdiff. C'est pour ça qu'il faut quitter, enfin, faut pas utiliser le vim que vous avez actuellement. Vous quittez, vous faites un vimdiff, et vous pouvez faire ça de 2 à 8 fichiers. Donc je vais faire super important file et very important file. Donc vous voyez que dans mon exécution, à gauche en premier j'ai super important file, et à droite, donc en deuxième, j'ai very important file dans ma chaîne d'exécution, dans mes arguments ici. Et donc quand j'exécute, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attendez. Voilà, ça c'est super important file. Voilà, ok, donc, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une erreur. Bref, donc je relance le vimdiff, donc sur super important file et very important file. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'il me fait la différence dans mes fichiers. Donc à gauche, j'ai very important file, super important file, pardon, et à droite, very important file. Donc je peux voir que ici, il n'y a aucune coloration, donc c'est-à-dire que la ligne est exactement la même. Ici, c'est en vert, parce qu'il voit que là, il y a un ajout de ligne où il y a écrit vraiment super important, alors que là, il ne le retrouve pas dans ce fichier. Donc pour lui, il y a une suppression. Pour lui, il y a eu un ajout parce que ça n'existe pas de l'autre côté, donc c'est en vert. Et pour lui, il y a une suppression parce que ça existe de l'autre côté, mais pas chez lui, donc c'est en rouge. Le jeu doigt, bon, bah, c'est le même. Et là, quand c'est en bleu, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Et en fait, il va afficher la différence en bleu clair. Donc en bleu simple, il va vous dire cette ligne, il y a une différence. Et le bleu clair, il va vous montrer l'endroit où il y a la différence. Donc là, pour la démo, ça devient le démo. Donc la différence, c'est le A et le E. Avoir plusieurs, mais d'un coup, j'ai virgule même beaucoup. Donc il voit qu'il y a un ajout ici. Mais c'est un ajout sur la ligne, c'est pas une nouvelle ligne, c'est un ajout. Donc c'est une différence par de l'ajout. Et là, ligne dans mon fichier devient le fichier. Et c'est là où il est fort, c'est qu'il voit que ligne dans, c'est la même chose, fichier, c'est la même chose, mais du coup, le mon est transformé en le. Et du coup, c'est pas 3 octets qui deviennent, enfin, c'est pas 3 octets bleus, on trouve 3 octets bleus ici, il voit qu'il y a vraiment les espaces qui sont les mêmes, et c'est juste que d'un coup, il y a MON qui sont remplacés par LE. Donc vraiment, il fait la différence, pas juste en termes d'octets, mais vraiment en termes de syntaxe. Donc comme ça, on peut différencier nos fichiers. Voilà. Ensuite, on peut appeler des commandes shell. Alors, pour appeler des commandes shell, c'est simple. Vous faites 2 points, point d'exclamation, votre commande shell. Donc par exemple, 2 points, point d'exclamation ls-alh, je vais y arriver. Faut pas oublier le point d'exclamation, c'est important, ça sert à dire je vais exécuter du shell. On verra la suite de la slide après. Donc, là je suis ici.
Là, en mode normal, évidemment, je fais 2 points, point d'exclamation, ls-alh. Et là, vous voyez, il m'exécute mon shell, il suspend Vim temporairement. Je peux avoir le retour de ma commande, et après ça me dit appuie sur entrée pour ou tape quelque chose, là, tape quelque chose pour continuer. J'appuie sur entrée et hop, je reviens dans Vim. Donc je peux exécuter du shell depuis Vim, même si j'ai pas envie de lancer un terminal fait pour, je peux temporairement lancer une commande. Et donc le truc rigolo après, c'est que je peux même rediriger la sortie d'une commande dans le buffer où je me trouve. Donc là c'est 2.r pour read, point d'exclamation, donc là c'est pareil. Tout ce que je fais, la seule différence que je fais, c'est que je rajoute R devant le 2 points. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, enregistrer le retour de ma chaîne, de mon exécution, dans mon buffer. Donc, 2.R, point d'exclamation ls-lh, et hop, il m'exécute ma commande, et j'ai tout dans mon fichier. Bon, en soi, comme ça sert à rien, mais c'est rigolo de se dire, peut avoir des retours de commandes dans mon fichier. Enfin, ça sert à rien, si, ça peut être utile. Là, pour ce cas-là, non. Mais voilà. Et donc, du coup, je peux voir les fichiers que j'ai ici, et je peux me dire, tiens, à quoi il ressemble le fichier tags? Bon, bah, je fais /tags pour téléporter, /tags, disais-je, pour téléporter mon curseur dessus, et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais gf pour go file, et je go dans mon fichier tags. Attends, qu'est-ce que je voulais? Le 13. Non, le 12. Ah non, putain, c'est B. B13. Ouais. Ok. Ok, donc ça c'est pour rediriger les commandes, exécuter des commandes et les rediriger. Ensuite, on peut utiliser des variables. Alors là, l'exemple que je vais montrer est vraiment débile, mais vous allez voir qu'avec l'exemple d'après, ça va être beaucoup plus rigolo. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est 2.let, le nom de la variable, donc là j'écris var, mais ça peut être i, ou bonjour, ou enfin ce que vous voulez, égale une valeur. Alors ça peut être une expression mathématique, hein, c'est pas juste 42, vous pouvez utiliser des variables pour... vous pouvez dire let i égale 0, let j égale i plus 1, ça fonctionne. Et donc on peut enregistrer des valeurs dans des variables. Alors, vous allez voir. Donc si je fais 2.let i égale 0, maintenant j'ai i qui est égal à 0 dans Vim. Bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est je dois être remplacé xxx. Voilà. Et là vous allez voir, on va substituer xxx par la valeur qu'il y a dans ma variable i, mais ma variable i qui est enregistrée dans Vim. Donc, je substitue xxx par, là je fais anti-slash égale i, slash pour fermer, et donc là il me remplace bien xxx par la valeur qu'il y avait dans i, c'est-à-dire 0. Après je pourrais par exemple faire 2.let i égale i plus 1. Égale i plus 1. Et donc là, si je rappelle ma commande, il y a un truc que j'ai pas dit, j'ai complètement oublié de le dire. Les commandes ont un historique. Donc par exemple, si je fais 2 points flèche du haut, je peux revenir dans mes commandes. C'est vrai que je l'ai pas dit ça. Mais bon. Voilà, donc là je peux remplacer encore x par la valeur de i, hein, on retourne le pattern ici. Et si j'appuie sur entrée, bah du coup j'ai 1, parce qu'on a dit que i est égal à lui-même plus 1, donc 0 plus 1 ça fait 1. Donc là quand je remplace, bah i a pris la valeur de 1. Bon, là on peut se dire pour le moment, je vois pas en quoi ça peut être utile. Et la prochaine slide va être un peu plus rigolote. On peut enregistrer des commandes dans Vim aussi. Donc on enregistre une série de commandes dans un registre avec la touche Q. Donc avec la touche Q, on dit je lance un enregistrement. Ensuite, il faut donner un registre. Donc là, je vais utiliser le registre X pour exemple. Mais je peux utiliser le registre Q, je peux utiliser le registre A, je peux utiliser n'importe quel registre. Et donc ensuite, je vais faire QX pour lancer l'enregistrement dans le registre X. Je fais mon enregistrement de touche. Donc là, je fais un peu ce que je veux. Ensuite, en mode normal, j'appuie sur la touche Q. Donc ça arrête l'enregistrement. Et quand je fais @x, ça me joue une fois l'enregistrement que je viens de faire dans le registre X. Donc ça va me rejouer toutes mes touches. Et je peux même faire ça plusieurs fois, je peux faire 10 @x. Et du coup, ça va me jouer 10 fois tout ce qu'il y a dans mon... Ça va me rejouer 10 fois la série de touches que j'ai enregistrées dans mon registre X. Donc, un exemple qui peut être rigolo.
Donc je fais QX. Vous voyez que là je suis en mode recording ici, dans le registre X. Et donc je dois... Oui, alors, ce qui serait bien, c'est que je mets en mode insertion. Attendez, je recommence. Hein. Donc, QX, mode insertion, je dois être remplacé. Sur la ligne, j'appuie sur échappe. Donc là, je suis en mode normal. J'appuie sur Q, ça arrête l'enregistrement. Et donc là, si je fais @x, vous voyez que ça s'écrit aussi en bas à droite, hein, les commandes, bah, ça me rejoue ma série de commandes. Donc là, je peux par exemple faire 97 @x, et ça m'a rejoué ma série de commandes 97 fois. Bon, plus les 3 fois, du coup, j'ai 100 lignes qui sont comme ça. Bon, alors du coup, je peux enregistrer vraiment n'importe quel type de commande. Je peux enregistrer une commande qui va ouvrir un terminal, je peux enregistrer une commande qui va changer d'onglet, aller dans ce fichier, écrire du texte, revenir dans mon onglet d'avant, dans le fichier, dans le buffer numéro 1, enfin, vraiment, je fais n'importe quel type d'enregistrement. Quand je vous dis que vraiment votre limite, c'est votre imagination, c'est pas juste j'enregistre une série de commandes dans un fichier, j'enregistre une série de commandes dans mon processus de vie, mais je peux changer d'onglet. Je peux aller modifier un fichier, je peux revenir dans le buffer numéro 1, je peux faire de l'édition de machin. Et donc là aussi, là où ça devient rigolo, c'est du coup avec les variables, où je vais pouvoir répéter une variable qui se met à jour. Donc par exemple, je vais refaire let i égale 0. Voilà. Là, je vais enregistrer dans le registre X encore une fois. Donc, je suis en recording sur X. Je dis, je veux substituer xxx par ce qu'il y a à l'intérieur de ma variable i. Voilà. J'appuie sur J pour descendre une ligne. Je mets à jour ma variable i, donc je l'incrémente. Donc je fais 2 points let i égale i plus 1. Donc i maintenant est égal à 1. J'arrête l'enregistrement. Et donc là, si je fais 99 @x, tac 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 tac, il me remplace tous mes xx, tout mon pattern xxx, par i qui s'incrémente à chaque fois. Et voilà. Donc là, j'ai 99 lignes où il y a écrit, ah non, 100, pardon, où il y a écrit je dois être remplacé, et avec 0 là. Donc là, donc je peux changer des patterns, et en enregistrement de série de touches, bah, je peux même modifier dynamiquement certaines valeurs en incrémentant, en changeant des variables qui sont dans Vim. Bon, maintenant j'ai envie de supprimer tout ça maintenant, qu'est-ce que je fais? D pour supprimer jusqu'à la fin de mon fichier, donc G majuscule, pouf, je supprime tout mon bazar. Ok. On est quoi? On est à 1h43, c'est cool, on arrive sur la fin. Donc, les trucs cool qu'on peut faire avec des plugins. Moi, ce que j'avais présenté l'année dernière, je vais le représenter ici, c'est comment compiler depuis Vim et avoir une window qui va s'ouvrir et m'afficher les erreurs dans Vim et je pourrais me téléporter d'erreur en erreur. Donc, voilà les aides associées. Je vais retourner dans demo.c. Et donc, je vais faire des erreurs de code toutes bêtes, mais voilà, c'est histoire de dire. Hop. Voilà. Là, on va oublier un point virgule. Change me pouf. Voilà. Bon, on va faire quelques petits erreurs, on peut en faire beaucoup non plus. Et donc, moi, ce que je fais. Alors, je vais vous montrer du coup mon plugin. Voilà, c'est pas le mien, mais c'est un que j'ai téléchargé. Voilà. C'est un plugin de, donc ça c'est sur GitHub, hein, de Romain L qui s'appelle VimQF pour Vim Quick Fix. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que ma map leader, alors par défaut sur Vim, je crois que c'est le backslash, et sur un clavier AZERTY, bah, c'est chiant. Et en fait, je peux faire exécuter des commandes Vim grâce à des alias. Et donc je dis, bah pour lancer ça, ça sera pas en backslash mais virgule. Donc, je vous renvoie sur help. Il faut mettre les chevrons, hein. Help leader. Et voilà, ça vous dit. Si map leader n'est pas set ou empty, ça sera un backslash qui sera utilisé. Donc voilà, donc j'ai repris là, donc map leader égale virgule, c'est plus simple sur un clavier AQWERTY, un clavier AQWERTY, AZERTY. Et ce que j'ai dit, c'est que
MapLeader, ça me sert de lancer des commandes. Et donc, si je fais... voilà. Si je fais donc MapLeader, c'est-à-dire "-m", ça va silencieusement me lancer ma complication. Ma complication aussi quelque part. Ça va silencieusement relancer ma compilation. Et ça va me redessiner ma fenêtre. Et donc avec le plugin, ça va m'ouvrir la QuickFix window s'il y a des erreurs. Et sinon, ça va la fermer. La QuickFix window. Hein. Donc, je suis ici. Là, je fais "-m". Et vous voyez que ça m'ouvre mes messages d'erreur de la compilation. J'ai mon curseur qui est ici sur demo.c. Il me dit "line 7:6, erreur T est un pointeur, est-ce que tu voulais pas plutôt utiliser la flèche?" Et là, regardez, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche entrée. Et il me renvoie directement sur l'erreur en question. Donc effectivement, zut, c'est un pointeur. Donc c'est une flèche. Après, je peux faire CTRL-W. Je vais chercher la prochaine erreur. Ou alors, je peux être un énorme singe. Je refais une compilation. Et du coup, il va me remettre là où il y a la nouvelle erreur. Et il me dit "line 7:15. Je m'attendais à un point virgule. Bref, voilà. Donc là, mets le point virgule ici. Je sauvegarde. Ah, je recompile. Un singe, je vous dis. Qu'est-ce qu'il me dit là? Je m'attendais à un point virgule. Ah oui, pardon. C'est nul. Point virgule. Je recompile. Qu'est-ce qu'il me dit? Implicite déclaration de la fonction change-me. Est-ce que tu voulais dire change-me? Enfin, change-m. Du coup, je vais dire oui, pardon, c'était effectivement change-me. Voilà. Et maintenant, ça compile. Donc, je sais que je peux exécuter mon binaire. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit plugin rigolo. Je peux, maintenant, sans quitter Vim, compiler et avoir les erreurs de façon intelligente. Je peux ensuite, quand je sais que j'ai compilé, je peux relancer un terminal ou un debugger sur mon binaire et suivre l'exécution, voir ce qui se passe, etc. Donc maintenant, je n'ai même plus besoin de quitter Vim. Je fais mon petit layout par rapport à mon projet, je mets les fichiers là où il faut en termes de window, d'onglet, de machin. Et ensuite, je peux aller dans mon makefile, je peux mettre les compilations que j'ai envie de faire. Hop, je compile, pif paf pouf, j'ai des erreurs, oui ou non. Ok, je lance un terminal depuis Vim et j'exécute, je fais mes tests. Et tiens, j'ai un bug, bon je vais lancer GDB depuis Vim et je vais pouvoir suivre l'exécution de mon bug, voilà. Donc, voilà, bientôt VimOS, où quand on lance l'OS, on se connecte et boum, ça lance Vim. Bon évidemment, il y a un interpréteur shell, mais on lance l'interpréteur shell depuis Vim et pas l'inverse. Bon, c'est une blague évidemment, mais. On est enfin sur la fin, donc une dernière commande que je voulais montrer, c'était 2.smile. On va aussi voir la référence de ce truc. Donc, 2.smile. Et voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé le sourire avec Vim. En tout cas, moi, ça me donne toujours le sourire quand je l'utilise. Moi, j'adore. J'adore montrer ce qu'on peut faire avec. Je pense que la vidéo est assez claire. Il y a eu quelques petits moments, quelques petits pépins techniques. Rien de bien grave. Il y a aussi un début de fatigue parce que là, on est à 1h45, 48 d'enregistrement. Mais voilà, je peux pas faire mieux. Ou peut-être qu'il y aura une édition 2026, on verra. Avec d'autres trucs. Peut-être qu'il y aura une suite. Voilà. Bref. Évidemment, à cet easter egg se cache un autre easter egg. Donc si je fais 2.help sur smile, voilà. Holy Grail smile. You found it, Arthur. Voilà. Donc, grosse référence au Monty Python, au Sacré Graal des Monty Python. Arthur a trouvé le Graal dans Vim. Et j'espère que vous avez aussi trouvé le Graal, peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas dans Vim, et que vous arriverez à faire une montée en puissance sur cet outil. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous pouvez les poser en commentaire ou venir sur le Discord de Kingdon et j'y répondrai. J'espère que la vidéo vous a plu, elle a été très longue. Comme d'habitude, j'y viens pas au talent, j'y fais moins de 2 heures, c'est incroyable, je vais essayer de couper avant les 1h50. Voilà, donc c'était super cool de tourner, moi j'adore la faire. Je la fais parfois dans des écoles en conférence, et c'est toujours super intéressant. J'espère vous avoir ouvert la voie pour utiliser Vim pour la suite de vos aventures.
Je vous dis en attendant, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine, Vimeo et pas vidéo.